d'extérieur, on ne voit que le côté spéculatif. En vrai, moi, de ce que je vois de ce monde-là, c'est que je vois surtout plein d'artistes qui ont réussi à devenir indépendants par rapport à leur création. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'Épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com/senscreatifpodcast. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Check. Vas-y, fais-nous un petit rap, tu sais. Là. Non. T'es train de dire que j'étais pas réveillé. Fais-nous un petit freestyle là. Un petit freestyle endormi là. Péter l'ambiance. On est chez Maison Tangible en compagnie d'Aurélien Janet et Lighton, de son vrai nom et prénom. Johan Quintard, the one and only. Coucou les gars. Yo, salut. Très très content d'être avec vous pour parler aujourd'hui d'un sujet. Ça fait genre 1 an et demi qu'on aurait dû en parler, mais comme je suis à la ramasse, j'ai mis un petit peu de temps. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de parler des NFT avec vous. Bien, mieux en un tard que jamais. En 1 an et demi, il s'est passé des choses dans le monde des NFT. Oui, t'as bien fait d'attendre, je pense. Parce que l'épisode serait pas aussi intéressant. Vieux motard que jamais. Les gars, je sais que vous connaissez bien le podcast. Tu connaissais même avant qu'il se lance. Je t'avais filé un petit sticker ici même. C'est vrai. Ici même. Le lieu de tous les rendez-vous. Voilà. Ouais. Aurélien, comme je disais en off, c'est la 3e fois que tu passes sur Sens Créatif. Tout à fait. Je compte faire une OPA Il y a un badge et après reprendre. Ouais, voilà. C'est notre parrain. Comme les scouts. J'ai un badge de faiseur de feu. Tout à fait. Et donc, je pense que pas mal d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent vous connaissent, mais pour ceux et celles qui éventuellement ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez très brièvement vous présenter tous les deux et nous dire ce qui vous motive on est en plein apéro, hein, donc ça explique. Ce qui vous motive à sortir du lit le matin. C'est faux, je bois pas d'alcool. Moi, je m'appelle Aurélien Janet. Je suis DA illustrateur en freelance depuis une 15aine d'années maintenant. Et j'ai un projet éditorial qui s'appelle Maison Tangible, qui est à la fois une maison d'édition, une espèce de cours de récréation où je fabrique des expériences en réalité augmentée. Et ça a été même une galerie pendant 3 ans à Paris. C'est et vrai. maintenant, c'est juste un atelier. Où j'ai travaillé quelques mois. Exactement. Enfin non, 1 année, je crois. Ouais. 1 année au total, ouais. C'est à mon tour. Ouais. Et ce qui te motive à sortir du lit aussi. Ah Qu'est-ce oui. qui me motive à sortir du lit ? En ce moment, c'est le chat qui me marche sur la tête. Ok, Mais sinon, c'est quand même le travail, c'est bien. cool. Moi c'est Lighton. Je suis DA, illustrateur, pareil. J'aime bien dire artiste de temps en temps, même si je le bégaye encore. Et ouais. Ah, mais tu vois, c'est bien. On avait ce débat-là aujourd'hui avec Claude. Et voilà, je fais beaucoup d'illustrations. J'ai un style perso pour lequel on commence à m'appeler de plus en plus. C'est pour ça que je commence à dire artiste. Ça c'est cool. Et voilà. Ouais, tu le définirais comme ça en fait. Oui, en fait. C'est intéressant C'est comme trop définition. compliqué d'expliquer tout ce que, tu sais, si tu fais DA, illustrateur, de l'animation, si je devais dire tout Ouais. ça. Du coup, c'est plus créatif, artiste. Mais j'ai encore du mal parce que pour moi, artiste, c'est ma définition à moi, c'est quand tu commences à vraiment vivre que de ton style. Ce qui est forcément, possiblement faux. En vrai, les artistes font plein de choses différentes. Mais voilà, du coup, c'est pas encore le cas. Donc, des fois, je change de style. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
le réveil. Ah. En vrai, sinon je sortirais jamais, je pense. Moi, je préfère la nuit, donc le matin. On sait bien, tu fais vraiment confiance à une machine pour Oui. se sortir. un iPhone. Voilà, c'est- tu es un hibou de nuit. C'est ça. Un pro du snooze. A night owl. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené à plonger dans le NFT universe, Oh, le mal. dans le marge? Dans le mal. Bah, je me lance. Allez, c'est parti. Et c'est parti, mon gars. C'est parti. Moi déjà de base je suis un enfant d'internet, c'est-à-dire qu'à 13-14 ans j'ai eu un ordi dans ma chambre, donc ce qui m'a bien fucked up et et ce qui m'a fait vraiment découvrir l'art digital, on va dire. Et en fait dans tout mon parcours je suis assez classique, je fais du print, je travaille beaucoup sur ordi, mais je veux dire ça sert à Instagram depuis plusieurs années. Et il y a 2 ans, du coup, je crois que c'était ça, 2020. J'ai découvert avec les NFT qu'on pouvait certifier des JPEG. Truc Et de du fou. coup, j'ai trouvé ça incroyable en fait. J'ai trouvé ça fou que ça y est, l'internet peut avoir une certification. Enfin, ça peut être authentifié. Donc du coup, j'ai lu pendant 2 mois, je crois, jour et nuit dessus, comme un malade un peu. Ouais. Et puis j'ai commencé à me mettre timidement dedans. Et puis ça m'a aspiré complètement. Depuis. C'est un vortex sans fin. Ouais, c'était un vortex sans fin. C'est hyper passionnant, mais il y a tellement de choses à découvrir. C'est comme un nouveau mouvement d'art qui crée ses propres petits mouvements après. Tu vois, il y a des choses, on en parlera plus tard, mais voilà comment je suis arrivé là. Mais t'as une approche qui est assez pop art, et du coup, justement, tout le contexte des NFT te donne une occasion, en fait, de faire du méta, quoi, avec tout ça, quoi, parce que tu peux toujours recycler l'idée, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis surtout de vendre des œuvres animées, qui était un truc impossible avant. C'est incroyable de voir tous les motions qui percent là-dedans, parce qu'en fait avant ils animaient soit pour des clients qui leur commandaient, soit pour Instagram. Et en fait c'était des artistes dans leur style, dans leur façon de créer, mais ils étaient pas authentifiés comme un gars qui fait des toiles et où vous pouvez pas vendre leur œuvre, quoi. Donc là, ça leur permet une liberté assez ouf. Et moi j'adore animer mes illustrations, donc c'était vraiment. Ouais, c'est clair, c'est un super vecteur pour le motion design, quoi. Ouais. Tu te souviens du moment où tu as miné ton premier NFT? Oui, je me souviens parce que je comprenais pas ce que je faisais. J'ai perdu de l'argent. Comme le même avec le chien, là. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée de ce que je fais. Non, mais ouais, c'est ça. En fait, c'était sur Rarible, donc une des premières plateformes un peu les plus connues, quoi. Il y avait OpenSea et Rarible. Et en fait, c'était en plus, j'avais pas de thunes à ce moment-là. J'étais tellement passionné par le truc, de tout ce que j'avais lu, je me suis dit, faut que j'y aille, quoi. Donc t'as pas de thune et tu te dis, je vais miser de l'argent. Ouais, c'était un peu je sais pas, je l'ai senti, quoi. Il fallait y aller, donc mais c'est cher, hein, genre j'ai mis 200 balles, je crois, de crypto. Ouais. Il y a un principe en crypto, en NFT, c'est que tu n'achètes, enfin, tu ne places de l'argent que si t'es en mesure de te séparer de cet argent-là, Bien sûr, parce qu'il ne va pas revenir. Ne Hein, faites ça, pas c'est ce que j'ai fait, par exemple. Mais toi, t'as fait tout le contraire, en fait. Voilà. Non, moi, T'as pris un risque, hein. Moi, j'ai pris un gros risque, ouais. Pour le coup, je l'ai même pas dit à ma copine. Tu sais, j'étais vraiment en mode. Ah ouais, on l'a loose déjà. Ouais, Elle un le sait peu maintenant. la nuit. Ouais, Le joueur de pas, poker, elle le quoi. Elle le sait. Mais c'était je l'ai bien senti, mais c'était vraiment, c'était risqué. Et du coup, j'ai mis 200 € parce que ça coûtait très cher à l'époque. Maintenant, c'est moins cher que ça de miner, parce qu'à chaque fois qu'on crée une œuvre, il y a des frais. Et miner, ça veut dire quoi? Parce que je l'ai utilisé le terme technique, Ah ouais. mais Ouais, t'as fait ton techniquement, malin, mais ça veut Voilà. dire... Qu'est-ce Faudrait que- revenir là. What Miner, does it mean? En fait, miner, c'est créer l'œuvre sur la blockchain. Et la blockchain, c'est ce gros système sur lequel tout est authentifié, tout est certifié. Une blockchain, c'est censé être transparent, en fait. C'est Ouais, qu'on bon, peut- on définira un tracer petit peu, plus, voilà, on ça en reviendra mérite- C'est comme de Ça, mettre c'est une un base. coup dans une sculpture, quoi. En gros, c'est comme si t'allais chez ton notaire pour dire j'ai créé cette œuvre, il faut faire un certificat. Et le notaire, voilà, la blockchain, c'est ses dossiers. Tu vois, il me fait un tampon. En fait, c'est plein de notaires en C'est ça, en c'est même tous temps. des qui- notaires ouais. connectés. Tout le monde sur est notaire Internet. connecté. Et du coup, ça a un frais, comme les frais de notaire. Et du coup, ça a un frais de, je sais pas, je crois que pour pouvoir créer l'œuvre et pour pouvoir lui mettre un prix de vente, parce que c'est pareil, quand chaque fois que tu fais une action, ça te coûte un peu de sous. Je crois qu'à l'époque, ça m'avait coûté 100 €, ce qui c'était déjà beaucoup pour une œuvre. Et sauf que je me suis planté, j'ai mal fait le truc, et du coup, j'ai dû le refaire 2 fois. Donc, j'ai juste balancé 200 € comme ça dans le vide. Quand j'avais, enfin ouais, c'était un peu compliqué. Mais c'était un premier test, quoi. Donc voilà, c'était ma première œuvre qui s'est même pas vendue en plus, celle-là, parce que je comprenais rien à ce que je faisais, mais ça m'a beaucoup servi d'apprentissage. Damned. Ouais, à part la suite, ça va. Je vois. Tu nous raconteras. Et toi, Aurélien? Ben moi, c'est un peu une suite logique de
Il y a un côté très bolchevique dans le... Bolchevique. Ouais, les gens qui écoutent le podcast vont sauter en l'air, je pense. Qu'on va dire ça. Non, en fait, il y a une sorte de... Dans les NFT, ce qui m'a attiré, moi, au départ, c'est de rendre le pouvoir directement à l'artiste. C'est que l'artiste soit en contrôle total de l'œuvre qu'il crée et de la manière dont elle se vend et où elle se revend même à la suite. On en reparlera. Mais surtout moi avec mon passif d'éditeur, entre guillemets, parce que j'étais pas un gros éditeur, mais j'ai édité des artistes, des images pour lesquelles on faisait des certificats d'authenticité, pour que la personne qui achète l'image de l'artiste puisse être sûre qu'elle a une numérotation, qu'elle a été faite à un moment donné, qu'il y aura pas de nouveau numéro 10 ou je sais pas combien de cette image-là. Ça, c'était le premier élément qui m'a interpellé. Et donc le côté vraiment authentification, et c'est ce que disait Johan, c'est le côté... ça se faisait quasiment pas dans l'art numérique de pouvoir authentifier des œuvres numériques. Il y avait que des grands plasticiens ou plasticiennes qui étaient représentés par des très grandes galeries d'art qui étaient capables de faire certifier des œuvres gigantesques ou quoi. Là, ça permettait à n'importe qui, enfin ça permet à n'importe qui de pouvoir dire j'ai créé cette chose, je la mets en vente ou je la mets même à disposition gratuitement, mais en tout cas c'est moi qui l'ai faite et c'est authentifié par une suite d'opérations informatiques qui est théoriquement inviolable. Donc ça c'était super cool et en plus on en avait déjà parlé quand on avait fait le live autour des réseaux sociaux. Moi je fais partie des gens qui ont un peu raté le virage Instagram. Je suis pas très bon en internet. Oh quand même. Ça va. Ok, d'accord. Non, c'est pas de la fausse modestie. Vraiment, je hais cet outil. C'est vraiment pas. Je prends vraiment aucun plaisir à aller sur Instagram parce que c'est pas un terrain de jeu qui m'intéresse. Enfin, du moins, plus du tout dans ce qu'il est maintenant. Et par contre, le principe communautaire qu'il y avait derrière le NFT, c'était hyper intéressant parce que justement, il y avait des vraies communautés d'artistes qui, sur le même principe que on achète un fanzine à un pote sur un salon pour soutenir le copain, puis en plus parce qu'on aime bien ce qu'il fait. Bah là, il y avait déjà, avant même le côté spéculatif de l'art en vente, il y avait le côté, on peut se soutenir entre copains, entre copines, soutenir des artistes qu'on aime bien, posséder des trucs d'artistes qu'on aime bien. Et donc je me suis dit, c'est un peu le virage qui, peut-être que ça va être un four, mais en tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser et quitte à s'y intéresser, s'y lancer un peu à 200%. Comme beaucoup, je m'y suis intéressé trop tard, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à m'y intéresser fin 2021, début 2022. Mais comment tu t'y intéressais soudainement? Tu t'es dit un peu comme Johan au niveau de l'animation des possibilités. C'est un pote qui en a parlé ou juste l'appel de l'argent. Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent vont peut-être se dire c'est vrai que c'est quand même assez compliqué d'extérieur. C'est une nébuleuse hyper cryptique. En voilà, fait, c'est ça. Donc comment il y a un côté cercle d'initiés. Tu perces la matrice quoi. Comment t'as... Il l'est moins maintenant, mais qu'il l'était vraiment très très fort il y a un an et demi. Et les gens en fait qui ont réussi à vivre de ça et qui le font encore, c'est des gens un peu comme Johan, qui ont pris le wagon il y a longtemps. Ouais. Donc moi je faisais déjà partie des gens de la deuxième ou de la troisième vague des gens qui rentraient là-dedans. Toi tu dirais que t'es première, deuxième vague? Non, en vrai, si on compte vraiment les tout premiers, c'était en 2017. Donc je crois que moi c'était début 2021. Quand ça devient un pop encore, en fait. Ouais, mais t'es déjà ça a bien, commencé à marcher pour moi, mais c'était quand même encore, légèrement trop tard pour être dans les novateurs. Mais ouais, troisième vague, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ouais, troisième vague pour Johan, quatrième vague pour. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle vague on est un an et demi plus tard. Il y a eu un raz-de-marée, donc. En fait, il y a plus de vagues là. Comme c'est un marché d'art, enfin, en tout cas pour le NFT, il faut vraiment dissocier le monde crypto et le monde NFT parce que c'est des choses qui se complètent, mais c'est pas forcément, quand on parle de NFT, on parle pas forcément. Bon, c'est quoi la différence? Et ça, faut pas confondre. La crypto-monnaie, c'est un truc spéculatif vraiment qui est, les gens qui sont dans la crypto vont monter dessus si je dis ça, mais c'est un peu comme boursicoter, enfin c'est vraiment du jeu de bourse, donc c'est de la spéculation, il y a des monnaies qui sont créées, c'est des portefeuilles numériques, tout ça. Le NFT c'est encore différent,
ça s'achète en crypto-monnaie, donc il faut comprendre un petit peu. C'est les le cryptos. non-fungible token. Ouais, c'est ça. En anglais. Oh punaise, mais j'ai l'impression de m'y parler, je sais pas quelle langue là, avec les... En fait, moi, perso, j'avais jamais entendu le mot fongible avant. c'est un- Alors, ça. avant de venir pour l'interview, hein, je vous ai dit, je me suis un peu renseigné Ouais. quand même, donc voilà. Mais je me dis que là, on balance ces crypto-monnaies non-fungible. Non-fungible, en fait, ça veut dire que tu peux pas le casser pas le casser en deux. tu peux pas le casser en deux. Fungible, ça veut dire. Fungible, c'est que tu peux casser en deux. Une monnaie Unblockable. normale, hein, tu vois, tes pièces de monnaie, tu peux les casser en deux, puisqu'en fait, tu peux échanger 1 euro contre Contre un euro. deux ouais. pièces de C'est 50 l'exemple voilà. que je vois tout le temps sur Internet. Exactement. 20 euros, Un NFT. échangé contre 20 euros, c'est exactement la même ça. chose. Voilà, un NFT, tu peux pas le péter en deux. Oui, parce que c'est un en atome. ligne, c'est Bah, c'est ça. Non, mais on va dire c'est l'atome cryptique en Mais fait oui, qui oui. fait que ça protège cryptique. un objet numérique. Ok. Pas forcément une œuvre, hein, un objet numérique. Je sens que ça va être Mais un non, mais en fait, épisode où on va c'est se important de le perdre dire. dans Il les faut méandres. cadrer. c'est un monde qui est où tu te perds vite parce que quand tu comprends pas, il faut déjà comprendre un peu comment fonctionnent les crypto-monnaies parce qu'en fait, tu peux vendre sur des plateformes tes œuvres d'art, mais en fait, tu te fais pas payer avec forcément la même crypto-monnaie. Donc déjà, faut comprendre Ouais. ce que c'est la différence entre un Ethereum, un Tezos, Bitcoin, un etc. Bitcoin, tout ça, sachant que le Bitcoin n'est pas Il y a trop pas de utilisé NFT en pour le Bitcoin. NFT. Ouais, pas pour les NFT. Mais la blockchain, donc l'environnement dans lequel est fabriqué la majeure partie des NFT, ça reste l'Ethereum aujourd'hui, même s'il y a vraiment d'autres. Et l'Ethereum, c'est une forme de monnaie. C'est une crypto-monnaie, l'Ether- c'est- Ouais, alors, Ethereum, l'Ethereum n'est pas une monnaie. C'est une C'est, blockchain. c'est une blockchain. C'est une blockchain, donc c'est un environnement. Il y a plusieurs blockchains. Il y en a plein de blockchains. Il y en a. Ah, je pensais qu'il y avait une blockchain. C'est comme Non, dans Matrix, le Matrix. Le principe avec, en fait, c'est la blockchain, résumé. c'est un principe. C'est-à-dire que c'est un C'est un principe. concept. On va dire c'est un concept. La blockchain est un concept, mais elle est constituée de plein de C'est un blockchains. principe. C'est un épisode très métaphysique. Ah ouais, non, mais j'adore. En fait, pour visualiser, en gros, une blockchain, c'est une suite d'ordinateurs qui calculent les mêmes informations, ou en tout cas qui calculent tous ensemble une suite d'informations. Ce qui fait que quand toute la chaîne d'ordinateurs Ça fait un parcours. a validé cette information, elle est inscrite dans la blockchain, on peut plus l'enlever. En fait, elle a fait un tour et t'as le drapeau, tu vois, vitam d'arrivée qui dit c'est bon. aeternam, Il a fait un tour. Et donc, s'il a fait un tour, c'est que c'est bon. C'est un validé. peu comme si tu avais 10 personnes dans une pièce qui font la même Validé, addition validé, à la validé, fin. validé. Ils disent valider. C'est ça, je suis exactement d'accord. ça. Ils l'écrivent sur un petit bloc-notes et ils l'enchaînent à l'autre bloc-notes C'est ça. précédent et en fait c'est pour ça que c'est l'exemple un peu bête. Mm. C'est que des petits bloc-notes enchaînés ensemble et en fait ça fait que tout est traçable. C'est-à-dire que dans le cas des NFT, une œuvre, tu peux voir qui l'a créée au tout début. Tu peux remonter jusqu'à la création, donc voir que c'est l'artiste original et tu peux voir tous ceux qui l'ont eu. Vraiment tout. C'est transparent. Personne peut cacher un NFT en fait. C'est pas possible. Voilà, dans le principe. Et le versant cool de ça, et c'est ça qui est intéressant pour les artistes, c'est que vu que tout est traçable, tu peux dire, toi, quand tu mines ton œuvre d'art, tu dis, moi, à la revente, je veux toucher 5, 10, 15, 50% du prix de la revente. T'as la preuve. Ouais, des En fait, il y a des royalties. royalties qui sont inscrits dans le certificat d'authenticité, Mm. qui fait qu'en fait, et ça c'est, même si quelqu'un la revend, puis il dit non, mais l'artiste n'en a rien à foutre, je le préviens pas, comme c'est inscrit dans la blockchain te renvoie. la blockchain Ouais. t'envoie cette information, donc tu touches des sous là-dessus. Ça c'est incroyable, c'est un gros changement Ouais. de vie pour tous les artistes. Ça, j'ai trouvé ça fou en fait. C'était ce que tu disais tout à l'heure, l'artiste au pouvoir en fait. Ouais. Fini les intermédiaires. C'est un cataclysme, hein, Ouais. en réalité. On C'est s'en rend pas incroyable. assez compte encore. Mm. On C'est dort en incroyable. quoi, c'est un cataclysme? Parce qu'en fait avant c'était pas possible. C'est-à-dire que tu pouvais copier l'œuvre de quelqu'un et te l'approprier et en fait l'artiste est dépossédé en fait de son droit de créateur en It's fait. a revolution. Ouais, puis même par exemple un Banksy, il a vendu une œuvre à 20 balles, tu sais des fois il vend des œuvres dans la rue comme ça en se faisant passer pour un marchand ambulant. Mhm. Il vend une œuvre à 20 euros. Si elle est revendue 2 millions 3 jours après, il touchera rien dessus. Lui, il aura vendu 20 euros. Je prends l'exemple de Banksy parce que c'est énorme. Ouais, bien sûr. Mais pour un artiste, en fait, c'est-à-dire que nous, on travaille pour que notre cote augmente dans la logique. Et en fait, c'est un peu tout bénef pour les acheteurs qui, eux, après, attendent que tu travailles, revendent, mais tu ne toucheras jamais rien Voilà, dessus. ce qu'on appelle la spéculation Voilà, sur le ouais. marché de l'art. C'est Qu'on ça. connaît déjà. Oui, qui est devenu Et- quelque chose. Bien de sûr normal, qu'il existe depuis Voilà. les années Sauf 70. que- Qui est appliqué à d'autres domaines, enfin d'autres sphères. Ouais. Et là, qui est en plus qui revient là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, tu deviens toutes les personnes, tous les intermédiaires qu'il y a normalement entre un acheteur d'art et un artiste. C'est vertigineux. Donc en fait, c'est ça, tu dois être commercial. En fait, c'est un peu comme quand t'es freelance, quand tu te lances en freelance. Mais tu dois être commercial, tu dois être souvent dev ou avoir des notions de dev ou avoir un copain qui est dev, une copine qui est dev pour t'aider
à travailler sur ton contrat, l'espèce de certificat d'authenticité qui va être inscrit dans la chaîne. C'est ça, en fait, t'as tout plein de rôles. Donc, en fait, quand t'es au départ, que tu connais rien à ce métier-là, enfin, cet univers-là, qu'en plus, les cryptos, on t'en a dit du bien, du mal, il y a des gens qui te disent c'est l'argent facile, il y a d'autres qui te disent c'est un désastre écologique, enfin, tu rentres dans un truc. Oui, il y a tout et son contraire. T'as tout et son contraire, donc c'est compliqué de te faire au début t'as ton opinion et qu'elle soit à peu près saine avant de te lancer. Et puis tu vois, c'est ce que disait Johan, c'est-à-dire que même quand tu sais plein de trucs, tu te lances, tu te vautres parce que t'as payé 2 fois tes frais de gaz. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes un peu rentré dans le truc un peu la bouche en cœur. Ouais, bah oui. Bah moi, je parlais beaucoup. En fait, ce qui m'a lancé, c'est je parlais avec un artiste thaïlandais, si je dis pas de bêtises, avec qui on échangeait sur Instagram de temps en temps, qui est Mr. Misang. Et en fait, lui, il a commencé genre, je sais pas, 2-3 mois avant. Et je le voyais dans ses stories. Avant toi. Ouais, avant. Ouais. En fait, moi, je commençais seulement à avoir 2-3. On m'en a parlé 2-3 fois. On m'a dit, tu devrais regarder les NFT. Puis j'étais dans mes trucs, moi, je regardais moyen. Puis j'en entendais quand même parler. Ça faisait 3-4 fois que ça m'arrivait à l'oreille. Donc, et j'ai vu que lui le faisait. Donc je l'ai observé. On en a parlé. Et en fait, lui a explosé. Mais genre, c'est devenu un des artistes qui a vendu le plus prolifique de 2020, quoi, 2021. Et du coup, ça m'a soufflé. Déjà, juste ne serait-ce que par l'argent, parce que au-delà du côté artistique passionnant, forcément t'as ce côté un peu mirobolant de attends, le gars à qui je parle là, il a pour vous donner c'est mon pote hein, c'est mon pote hein. Pour vous donner une idée, il a fait une série de 11 illustrations. Alors il avait tout bien préparé, hein. C'était vraiment une histoire il fait des illustrations de ouf et qu'il a sorti une fois par semaine. Donc du coup la première elle est partie à, je crois que c'était 10 000 euros, donc c'était incroyable. Enfin personne vend une œuvre comme ça, paf je la vends, un inconnu arrive, bam 10 000 euros, c'était incroyable. Et en fait la dernière elle a été vendue 500 000. Ah ouais. Et ça a été, en fait il a fait plusieurs millions en quelques semaines quoi. Et donc il partageait ça avec moi en mode je comprends pas ce qui se passe, ce qui m'arrive. Et moi j'étais là en mode faut que je dessine, faut que j'y aille. Déjà c'est passionnant et en plus enfin ça marche quoi. Du coup moi j'ai commencé comme ça. Mais ça a pas marché aussi bien que lui non plus. Oui, puis en plus il y a un double, c'est un peu le double effet, c'est-à-dire que t'as toujours un peu l'exemple. En fait, t'as l'effet de loupe. Ouais. En fait, il y a des gens, des artistes qui ont vraiment, et c'est super cool, ils arrivent vraiment ils sont tranquilles jusqu'à la fin de leur vie, là, ils vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent. Ils ont fait le casse du siècle. Ouais, c'est ça, ils ont fait le casse du siècle. Mais ça représente. Parce qu'ils étaient là avant, au début. Ouais, il y a même des gens qui arrivent encore maintenant, puis tu sais pas pourquoi ça pop et ça marche. Il y a des gens qui ça représente 0,0001%. Mais c'est l'exception qui confirme pas la règle et qui rend fou les gens qui flairent le bon filon, quoi. Qui rend fou deux types de personnes, qui rend fou les artistes qui se lancent dans le truc et puis qui sont déçus parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, puis des fois même en travaillant beaucoup, c'est un échec total. Il y a des gens qui branlent pas puis ça marche très bien, donc tu vois, oui, ça a l'art d'énerver, ça. Voilà. Et de l'autre côté, ça vu c'était un marché ultra actif en 2021. Il y a eu un truc de ce qu'on a appelé le bull run, qui est un peu un des deux gros termes du marché NFT. Tout se vendait en rien de temps, même des projets nuls, tout se vendait. C'est là que on a beaucoup entendu parler des gros projets genre les CryptoPunks, les Bored Apes, tout ça. C'est les méga succès. 2020, CryptoPunk date de 2018, mais là ça a été vraiment genre il y avait de la demande pour tout quoi. Et ça c'était des mecs qui vendaient des JPEG de 32 pixels à $1 million et puis tout le monde trouvait ça normal. Donc en fait ça a attiré tous les spéculateurs. Oui. Qui sont là pour acheter. Là il y a des histoires avec le recul qui sont hilarantes de gens qui ont acheté des NFT plusieurs dizaines de millions de dollars. Leur NFT maintenant sur le marché, ils l'ont encore, hein, ils l'ont acheté, donc ils l'ont dans leur ils ont le certificat, sur leur page, ils l'ont dans leur petit portefeuille numérique. Bah leur truc il vaut je sais pas 10 000 balles. Alors qu'ils l'ont acheté plusieurs millions. Parce qu'ils ont stacké. Ça veut dire quoi stacker? Bah ils les mettent en fait, ils les empilent quoi, puis ils attendent que ce soit le bon moment pour pouvoir les vendre plus cher quoi. Sauf que si c'est 10 000 et pas plusieurs millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent parce que c'est un marché. C'est le principe. Bah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que déjà. En fait, c'est des wannabe spéculateurs qui arrivent en fait là-dedans, alors qu'il y en a qui sont vraiment, c'est des gens qui viennent sûrement de la bourse et qui s'y connaissent vraiment très bien en finance. Ils savent ce qu'ils font. En fait, ça attire les wannabe spéculateurs qui veulent eux aussi devenir comme eux. C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent devenir comme les artistes qui fonctionnent sur les NFT, mais il y a aussi les spéculateurs qui veulent devenir comme ceux qui font du fric ça me donne l'impression que c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, que c'est un peu genre, venez, c'est ouvert à tous, c'est open et tout, alors qu'en fait, il y a que vraiment les gens
qui s'y connaissent vraiment et tout, et puis après il y a aussi le hasard qui fait que parfois monsieur, madame, tout le monde finalement ça décolle. Surtout que comme c'est un marché neuf, enfin, un marché récent, parce que c'est un marché, c'est pas un gros mot de dire que c'est un marché quand tu vends une œuvre d'art, t'es sur un marché de l'art. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est un marché qui est très récent par rapport aux autres marchés. Ce qui fait que comme tous les marchés récents, c'est un marché qui peut pas s'autoréguler tout seul. Et surtout là, très vite tu tombes dans les très très grands biais, dans les très grandes largeurs, dans l'ultra-capitalisme de gens qui sont pas artistes du tout, mais qui vont acheter des NFT de certains artistes en se disant, lui il va popper, il va monter fort, je vais en acheter plein. Comme si tu misais sur un cheval, quoi. Et du coup, ça fait des bulles sur des artistes qui en fait le pot de zob parce qu'en fait il y a pas de fond dans leur travail. Et du coup qui s'écroulent derrière. Donc les gros projets donc c'est un peu d'extérieur, c'est une jungle. Après, pour revenir sur le côté de d'écroulement, je pense que là on est dans le bear market. C'est vraiment, en fait, l'année dernière, comme tu disais, c'était le bull run, donc c'est quand tout le monde veut acheter et que c'est incroyable. Là, avec l'ambiance actuelle, c'est plutôt un bear market, c'est-à-dire que personne n'a envie d'acheter les JPEG, l'essence coûte une fortune et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté des CryptoPunk chers, mais qui... C'est quoi le CryptoPunk? Alors le CryptoPunk, c'est le tout premier NFT qui a été créé. Donc c'est des petits visages. C'est des avatars en fait qui sont sur lesquels on génère en fait des vêtements différents ou des couleurs différentes, etc. Ouais, c'est ça. C'est des petits bonhommes en pixel art. Voilà. Et en fait, c'était le tout premier techniquement qu'ils ont réussi à faire. Et du coup, à la base, ça se vendait, je sais pas, 10 balles. Enfin, tu sais, en fait, quand ils les ont créés, c'était, tu devais le coder toi-même parce qu'il y avait pas d'interface, pas de site. Je crois que c'est du 32 sur 32 pixels. Ouais, un truc dans le genre. c'est tout petit. Tu devais le coder toi-même et ça te coûtait 20 balles de transaction et t'en avais. Et en fait, c'est devenu le grotte de Lascaux de l'art digital, si tu veux. C'est la première œuvre digitale qui a été créée. Et c'est là que ça a commencé à spéculer fort. Mais du coup, oui, il y a des gens qui ont acheté, je pense, beaucoup trop cher parce qu'ils étaient pris dans l'envenimement du truc. Qui n'a fait pas son petit CryptoPunk en avatar, tu vois, sur les réseaux, tu vois. Fallait quand même avoir tu vois ce que je veux dire. Non, mais sur les grosses sphères, quoi. C'est sûr. Mais ils l'ont encore. Et je pense qu'à mon avis, dans 10 ans, je sais pas si, tu vois, on peut, je pense, en rire, parce que des fois, il y a des chutes qui sont quand même énormes. Mais ça se trouve, dans 10 ans, ils auront acheté l'ancêtre de l'art digital qui sera la norme. On peut pas savoir. Coup, tu peux pas savoir. En fait, il y a beaucoup de gens qui parient là-dessus, quoi, qui achètent. Il y a peut-être des casse-gueules actuelles qui peuvent devenir des succès dans 10 ans. Mais il y en a. Mais encore aujourd'hui, il y en a qui ressortent des collections qui ressortent de l'année dernière, 2 ans qui étaient en sommeil et que tu vois qui sortent. Mais j'imagine du coup que c'est un peu addictif parce que même si ça se casse la gueule, tu continues parce que ça peut peut-être remonter. C'est horriblement addictif. Ouais. C'est un parti collectionneur, c'est. T'as tout compris, Jérémy, en fait. Ok. Mais du coup, pourquoi il faudrait s'y mettre si tu vois, c'est genre. Là, c'est une autre question. Là, en fait, on vient d'évoquer la partie pas glam et vraiment le gros du contexte. Le premier qu'on on n'a entend. pas encore abordé l'aspect écologique. Ouais, non, mais ouais. Il y a le côté spéculatif du marché qui est là, qui est vraiment qui est pas beau à voir. C'est ce que tout le monde peut voir, quoi. C'est ce dont tout le monde parle. C'est ça, parce que c'est pas beau à voir, parce à la fois c'est ugly. Tu vas avoir ta tante qui va te dire ouais, mais l'autre là, machin qui a vendu 60 millions un JPEG de 1080 par 1080, c'est un peu du foutage de gueule. Pourquoi tu fais pas ça, toi? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça donne l'impression que c'est du foutage de gueule. Mais parce qu'il y a l'effet loupe. Parce qu'en fait, toi qui sais dessiner, parce que en fait les médias non spécialisés ne commentent que les événements exceptionnels de ce marché. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc forcément, comme tout, on parle pas en vrai, moi, de ce que je vois de ce monde-là, c'est que je vois surtout plein d'artistes qui ont réussi à devenir indépendants par rapport à leur création. Oui. Alors, ils dépendent plus de. Il y en a qui, avec le côté bear market, il y a des gens qui sont un peu retombés, tout ça. Mais dans l'ensemble. Moi. C'est vrai? Ouais. J'ai vécu pendant 1 an grâce à ça. Maintenant, je retravaille. Je retravaille comme voilà, je refais des contrats classiques. Non, mais c'est super, on va en parler tout. On en parle tout à l'heure. Mais du coup, c'est ça. En fait, on voit d'extérieur, on ne voit que le côté spéculatif, de l'intérieur. Et moi, je le vois vraiment avec cet œil bienveillant-là, de me dire, c'est chambé. Je vois plein de gens, même si c'est que pendant 1 an, même si c'est Yohan, c'est que pendant 1 an. Pendant 1 an, oui, c'est cool. Que de ça. Enfin, c'est chambé. C'était incroyable, en vrai. Franchement, c'est trop cool. Et donc, de te dire que là, on est sur le marché est en train de se réguler. Parce qu'en fait. Avant, c'était la jungle et maintenant, ça se régule? C'est un peu à chaque fois comme dans tous les marchés de l'immobilier, de l'or ou des matières premières ou de quoi, t'as toujours un effet de mode. Tu sais, il y a une échelle de je sais plus quel économiste qui explique que
que au départ il y a les découvreurs, après il y a les suiveurs. Oui, bien C'est sûr, le ouais. tipping point. Exactement. Les En fait, adopters, c'est là, on n'est pas du tout dans le marché des NFT sur un truc grand public encore. C'est Ça pas le encore sera tombé dans le On est mainstream. encore dans la courbe dans ascendante. les nous- early adopters. Et nous, on parle là ce soir Vous êtes des early adopters. que du NFT en tant que certificat d'authenticité d'une œuvre numérique. Parce que le NFT, on n'en a même pas encore parlé, mais Oui. c'est aussi plein d'autres choses. Il y a des NFT utilitaires, de puces biométriques de passeport, des choses comme ça. Exactement. qui, Puis en du coup, médecine aussi. Hein. Voilà, des choses en médecine. Il y a vraiment des actions qu'on peut faire avec le fait d'inscrire un truc dans une chaîne C'est les inviolable. nouveaux brevets, quoi. C'est ça. C'est un brevet qui peut être C'est hyper le futur. appliqué à plein de choses. Ouais. Mais oui, de toute façon, on On va se dirige vers là, oui. C'est ça. C'est une certitude. Autant le spéculatif, ça peut être vraiment un effet de mode qui va passer. Autant les NFT vont durer et En vont fait, être j'ai l'impression un que élément indispensable de la Que culture les numérique. NFT ou c'est un peu le symptomatique du monde qui change et que il y a ceux qui veulent pas changer et ou qui sont effrayés et genre et c'est juste symptomatique d'un monde qui change et qui nous file entre les doigts en quelque sorte. Bah, C'est en un fait, peu la ça. révolution qu'a amené Internet au mi-temps des années 90, Oui, c'est elle un est peu pareil. ridiculement petite par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est le truc qui servent à rien, parce que le métaverse, les NFT, bon, acheter un JPEG pour l'avoir sur ton ordinateur, cool, ça sert à rien. Tu peux te dire ça. Mais en même temps, on se disait ça aussi en 94 quand les mecs t'envoyaient des CD d'AOL pour essayer de te connecter sur Internet en te disant mais qu'est-ce que je vais aller foutre sur Internet. Autre exemple C'est vrai. flippant, les IA qui imitent en fait des artistes, qui sont capables de produire une œuvre à la façon d'eux. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voilà, j'ai pas la réponse à ça, mais ça existe. Tout à fait, non, mais on Pas en a ignorer. parlé ici à l'atelier avec toi, l'intelligence artificielle qui génère, on en a déjà aussi parlé sur le Discord Sens Créatif et tout, c'est un truc de maboule quand on y pense. En tout cas, l'impression que ça donne, et je pense que Yann sera d'accord, c'est qu'en fait on est à l'orée d'un truc. qui est C'est ça, ouais. Alors il y a aussi, comme c'est le début d'un truc, il y a le côté jungle et loupe qui fait que la plupart des gens soit comprennent pas, ils ont pas envie de comprendre. Et je dis pas que je comprends, mais en tout cas, je pense qu'on s'y est intéressé avec Yoann. Oui. Et puis on a surtout, on va en reparler, mais on a essayé de faire des projets qui amenaient un truc dans ce qu'on appelle le Web 3, donc le côté décentralisé, communautaire, tout ça. Donc pour contextualiser, parce que j'ai un petit peu fait mes devoirs, le Web 1, c'est Internet. C'est ça. Le Web 2, c'est l'ère des réseaux sociaux. Exactement. Le Web 3, c'est ce dont on est en train de parler ce soir. C'est les La métavers, décentralisation, la décentralisation. blockchain, Voilà. tout ça. Et si vous voulez en savoir plus, Google. Google est ton ami. Googlez quand même pour les termes. Mais en plus, pour le coup, maintenant, il y a vraiment, si demain, j'ai envie de me lancer dans un projet NFT, il y a vraiment beaucoup de ressources. Et comme c'est un truc communautaire, il y a beaucoup de salons Discord, de choses comme ça où tu peux aller. Avec Yoann, on avait un Discord où on parlait avec d'autres copains et de copines qui voulaient monter des projets comme ça. Ouais. J'ai posé des questions à Yoann de débilos quand je les revois aujourd'hui. Mais en même temps, oui, quand tu connais pas, t'es face à une espèce de c'est clair. une espèce de montagne à gravir. Donc tout ce... C'est pour ça, tu vois, moi j'ai la flemme de plonger dans le truc, donc du coup je me dis je vais faire un épisode de podcast, on va discuter 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, et puis après. Et puis c'est pas nécessaire vulgarise, quoi. de tout comprendre. Ouais. Tu vois, moi par exemple les smart contracts, c'est le code qui est caché derrière ton certificat d'authenticité. Ça c'est important ça. Hein. Et ben Smart ça, contract. c'est un truc de développeur et moi je ne comprends rien à ça. Enfin, tu vois, moi quand j'ai créé mon premier NFT, c'était via un site qui t'aide, comme si tu postais ton projet sur Behance. Bah lui, il te crée ton smart contract tout seul. Alors pour expliquer, le smart contract en fait, il est censé définir des règles avant que le projet soit lancé, ce qui fait que pour les acheteurs, il y a pas de coup de pute derrière, on va dire entre guillemets. y a pas de Le surprise. smart contract, il définit comment ça va se passer la vente. Notamment tes royalties à la revente derrière. C'est-à-dire que au moment où tu mines ton truc, ton portrait de Yoann que t'as fait toi sur Illustrator ou sur Procreate, tu dis je veux à la revente toucher tant. Tac, c'est dans le smart contract, ça part sur la blockchain. Donc si on voulait être un chouille intentionnel, un peu plus intentionnel que ce qu'on fait déjà actuellement, on est des tonnes à faire des illustrations. Je t'ai déjà aussi entendu en parler, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et entre guillemets, ça va dans l'univers et ça sert à rien si ce n'est de montrer son travail. Et ça sert déjà pas mal. Mais en fait, si on voulait aller un level plus loin,
On Mais pourrait c'est miner exactement ça. chacun de ces Mais c'est visuels exactement pour ça. que qu'on fait ça. potentiellement ça nous rapporte quelque chose. Mais exactement, c'est un revenu passif comme un autre. Il y a des Sachant tonnes que- d'artistes ouais. qui ont miné toutes leurs cases Instagram parce qu'ils voyaient pas pourquoi ils referaient des tafs exclusifs. Ils avaient déjà fait des tonnes d'œuvres digitales qui étaient là. Oui. Du coup, ils ont miné. Genre, je me rappelle plus de son nom, mais il y en a un qui dessine que des nanas. C'est très beau, c'est très tout en flat. Et ben lui, il avait son flux Instagram rempli de ça. Il a tout miné. Et puis je crois que ça va. C'est pas, ça va pas atteindre des fortunes, mais il les vend comme des prints et ça devient. Enfin, si je devrais miner les vignettes Sens Créatif, comme ça, voilà. quelqu'un pourrait avoir l'exclusivité. Tu peux miner ce que si tu elle a veux. la demande, ouais. Après, ça dépend du marché. Même miner les épisodes. Ah oui. Parce qu'on en a pas parlé, mais C'est chelou. En fait, Oui, dans ça, tous les ça fait fichiers de l'image, audio. c'est ça. Pour moi, cette technologie va remplacer la SACEM en fait, parce que les artistes vont commencer à mettre leur musique en NFT, les distribuer, mais ils vont l'envoyer aux radios. Il y aura des royalties et tu vois des trucs comme ça. Je pense que c'est une technologie qui va plus tard. La musique, ça va tout chambouler. Mais complètement. Ça veut dire que c'est ton prochain album, prenons. Parce que tu fais du rap aussi, hein. Peut-être que les gens ne Ça savent fait pas. longtemps. Ça fait longtemps, mais bon. Il a pas d'actu là. Donc, Ouais, non, supposons pas que ton Il prochain a très envie album, que tu rappes surtout. ton prochain album, tu le mines, les morceaux sont NFT, j'achète un de tes morceaux de rap, il m'appartient. Ça veut dire que s'il y a des royalties sur la track 2 de l'album, ça va me revenir à moi. Bah ça dépend le smart contract. Ça dépend. En vrai, C'est pas très dépend du malin deal comme de smart départ. contract ça. Ouais. Hein? Quoi? Ça dépend du deal de départ. Ouais, tu peux. Ouais, ok, oui, comme n'importe quel contrat, en Ouais, fait. Oui, c'est ça. Tout ce Mais qui est inscrit dans le contrat, tu peux avoir des gens C'est qui, l'idée. par exemple, il y a des artistes qui font ça. Je trouve ça assez sympa. C'est-à-dire que quand t'achètes une œuvre, donc une illustration, et ben avec t'as un contenu exclusif qui est disponible que pour l'acheteur. Donc l'acheteur quand il l'achète, il a accès à un lien avec des trucs, des C'est vidéos comme de les toi petites qui expliquent ton croquis. truc. Ah oui, Ouais, d'accord, ouais. Tu sais, t'as des trucs cachés. Tu peux faire tout ce que tu veux. T'as des gens qui. Alors ça, moi, c'est ce qui m'a passionné au début. Et c'est pour ça que je disais que c'était des mouvements d'art. On sort du côté spéculatif, on va vers l'art. C'est que ça donne. Il y a des gens qui sont développeurs et artistes et qui ont commencé à créer de l'art génératif. Ouais. Genre de l'art qui change avec le temps. Mm. De ton œuvre, tu l'achètes. Tu vas la regarder un an après, elle a changé, c'est plus la même. Ah, tu peux la programmer dans le temps. Bah non, toi tu peux rien faire, mais Ah oui, c'est oui, le ok. développeur, Bien sûr, l'artiste ouais. qui fait en fait. Mm. Donc du coup tu découvres chaque Oui, jour. non, je parlais oui, de ton œuvre l'artiste change, en ouais. fait. Hein, il peut, Oui, voilà, il peut l'artiste. programmer dans le temps ce qui va se passer sur l'œuvre, ou alors ça. il laisse un algorithme. Il peut même Il peut te changer faire de une temps en sale temps. blague, en fait, dans 20 ans. Aussi, il peut tout enlever. Bah, il y a En un fait, tout artiste est qui a fait possible. ça, c'était, en soi, les gens étaient dégoûtés, mais c'était une performance de ouf. Bah oui. C'est-à-dire qu'il a supprimé toutes les œuvres, il les a remplacées, c'était des petits personnages, il les a remplacés par un tas de squelettes. Génial. Genre, il a dit maintenant tout le monde est Ils sont mort. morts, quoi. Voilà. Comme un Tamagotchi que t'as Ouais, pas nourri. exactement. À la fin, C'est il ça. est dead. Et t'as Et tant pis des, pour En même toi. temps, c'est tellement énorme que du coup, ça devient encore plus populaire. ouais, c'est ça, mais t'as des choses hyper folles de cet ordre-là. Bah, t'en as un aussi qui a créé des œuvres, qui s'adaptent à ta data. C'est-à-dire, donc, tu connectes ton wallet de crypto-monnaie pour acheter une œuvre. Il regarde tout ce que t'as fait, tu vois, en gros tes transactions, et via tous ces chiffres et tout, ça régénère l'œuvre. Donc toi, si tu vois une œuvre que tu veux acheter, tu auras jamais celle-là en fait. Elle va se réadapter. Donc t'as Ouais. plein de trucs comme ça. En fait, dès que tu donnes un truc à l'humain, peu importe bien, mal, peu importe la vie qu'on a dessus, il crée des mouvements d'art à l'infini, quoi. C'est assez incroyable. Et C'est ça une s'arrête puissance pas. créative, ouais, qui est. C'est fou. Et qui est même dans infini. le métaverse, c'est, tu sais, Parlons-en du métaverse. Ouais, moi, je suis c'est quoi le je métaverse? suis un gros fan du métaverse. Ça m'a vraiment, Pour pété moi, le crâne quand pour je moi, suis- c'est un monde parallèle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un Bon, monde- dans la tête des gens, c'est ce qui avait sorti il y a C'est Ready quelques Player années. One. Ouais, Ouais, c'est Ready ça. Player One, mais il y avait aussi Second Life. le Second Life en fait. Ouais. C'est le premier métavers qui avait vraiment été C'est ça. très très popularisé. Bah, la différence, après, c'est encore un peu flou là-dessus, mais moi, celui que je kiffe, c'est vraiment le cas. En gros, c'est un monde c'est comme un jeu qui est hébergé sur la blockchain. C'est Et- comme les Sims. Exactement, sauf que au lieu d'appartenir à la compagnie des Sims, il est hébergé sur la blockchain et il est là. Et voilà, il bouge pas, il est sur ce monde-là. Et c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin si la société demain elle ferme, le métaverse il reste là. Donc en fait, La société. de la boîte qu'il a créée. Qu'il a créé, ouais. T'as souvent des développeurs qui, tu vois, si les Sims Mais y a- ferment, mais y il a y a pas- sûrement plus de Sims. Voilà, mais il y a pas une boîte qui a créé le métaverse. Si, Ah bah souvent, si. c'est des développeurs qui créent leur truc. Mais après, le truc leur file entre les doigts et ça a sa propre Oui, vie. parce que C'est ça. c'est envoyé dans la blockchain et du coup ça devient global et communautaire. Après, ça reste flou dans le sens où moi mon métaverse que je kiffe, c'est Voxel, ça s'appelle Crypto Voxel. Mhm. Et eux, pour le coup, Donc t'as c'est rien un jeu. C'est un jeu dans le. Oui, c'est dans le en fait il y a métaverse. plusieurs métaverses qui existent et je pense que plus tard ça va être celui qui gagne, qui restera le métaverse de base. Ok. Mais CryptoVoxel, en fait, tu passes juste par ta page internet. T'as rien à installer. C'est-à-dire que tu mets l'adresse Voxel, tu fais Ouais, entrer tu dans vas le dedans, métaverse, pof. Mais c'est comme les jeux en ligne. Ouais. Genre, tu sais, quand on était plus jeune, là, les jeux en réseau. Ouais, Tu sais, genre, ça tu- existe encore, genre réseau. Non, bien Ouais, sûr. Non, mais à l'époque, on y jouait. Je sais pas si tu vous y joues jouez toujours, encore hein, toujours. Ouais, tu joues encore toujours. Ah si, Mais tu sais, ça marche très bien.
Et donc, tu te connectais à un jeu, tout le monde avait le même jeu, Ouais. et on se connectait en ligne, et puis on jouait tous ensemble. Mhm. Donc, du coup, est-ce que le métaverse, c'est un peu une sorte de jeu global et mondial? Bah, c'est une Mais c'est pas gamification. C'est pas un forcément jeu, mais C'est pas forcément c'est un une jeu. gamification de la c'est un réalité. univers. gamification de la réalité, ouais, d'accord. Parce Mais- qu'il y a des applications dans le métavers qui sont pas forcément liées à Ouais. Du jeu. du jeu. Oui, en fait, j'essaie de donner des images pour un peu concrétiser pour Ouais, les ouais. personnes Surtout- qui connaissent Non mais pas imagine dans le métavers, toi t'es malade dans la vraie vie et dans le métavers tu vas voir justement un cabinet de consultation, tu vois, qui est dans le métavers et là t'as accès à plein de gens à travers le monde qui peuvent justement te faire une consultation. téléconsultation. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'on J'ai reviendra, vu c'est le un genre de cabinet truc. d'avocats T'as vu ça? spécialisé dans le Avocat, droit d'auteur de la métaverse, sur le métaverse. Et ils s'étaient modélisés, eux, sur leur bureau comme ça. Ça paraît C'était complètement incroyable. couillon, hein, ce qu'on est en train de raconter, Ouais, mais mais c'est- on tend vers ça. En fait, Mais en même temps, c'est tu vois, drôle, quoi. l'exemple médical, tu vois, il y a 5 ans, si on t'avait dit, ta consultation chez le médecin, tu la feras sur ta webcam. Ouais. Tu aurais pas Tu cru. aurais pas cru. Ouais. Donc Et le là, en Covid fait, a- c'est sur ta webcam, mais si amené tu vas ça. rencontrer ton avatar, va rencontrer un avatar de médecin dans le... Et aussi, supposons, par exemple, parce que j'ai eu le cas il y a quelques semaines, mon petit dernier, il était malade, et en fait, tous les pédiatres étaient en congé. Je sais plus c'était quand, mais ils étaient tous en congé. Donc j'ai dû aller à Belleville, tu sais, c'est genre à 1 heure de chez moi. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, si j'allais sur le métavers, il y aurait eu un pédiatre qui aurait On pu n'en sait s'occuper de rien. mon On va pas aller jusque là. Pour l'instant, je pense qu'il y aurait eu un mec parce chelou que- qui t'aurait proposé des coins, mais Non mais on peut imaginer derrière qu'il y a justement toutes ces histoires de smart contract, de certification qui font que en fait les actions sont safe et c'est ça qui va être développé, c'est pas je sais pas si les gens comprennent l'épisode. ouais, je sais pas si vous Non, c'est un comprenez. épisode cryptique. Non mais Mais ceux qui en savent gros, ça, faut mais on simplement essaie se de dire vulgariser un voilà peu. que c'est une histoire de Exemple. sécurisation en fait de l'usage en fait du métavers. C'est Ouais, ok, c'est ouais. ça qui est intéressant. Exemple assez concret. Il y a certains pays où ils ont commencé, ils tentent, c'est pas encore implanté complètement, mais ils ont commencé à implanter du droit notarial qui est certifié par la blockchain. C'est-à-dire que Incroyable. comme j'ai peut-être des bêtises, je crois que c'est au Cameroun, mais je crois que je dis c'est en tout cas c'est un pays en Afrique, mais en fait où le système notarial est hyper compliqué parce que c'est des nébuleuses qui marchent par région. Enfin bref, tout est compliqué. Donc le fait de balancer ça sur une blockchain fait que c'est centralisé, enfin c'est décentralisé, mais c'est visible par tout le monde, c'est transparent. Donc tu peux pas arnaquer à quelqu'un en disant bah non mais ce terrain-là, moi je l'ai déjà acheté, donc tu vas pas me le vendre ou tu vas pas le vendre à quelqu'un d'autre ou quoi, tu vois. Il y a vraiment des applications concrètes de ça. Et c'est souvent c'est la première chose que les gens disent, mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'enregistrer ton image et de la revendre, Ouais. C'est une question classique. sans ça. passer pour toi? Mais en fait, en réalité, rien ne l'empêche d'enregistrer l'image et de le miner, sauf que ça sera jamais lié à moi. Parce qu'en fait, ton portefeuille de crypto, c'est tout mélangé, donc c'est compliqué, mais en gros, c'est comme si t'avais un passeport. Avec, voilà, mon passeport, il s'appelle lighton.eth. C'est mon adresse de passeport. Donc toutes mes œuvres, elles sont reliées à lighton.eth. Si un gars enregistre mon œuvre et la remine, elle sera jamais liée à moi. Donc en fait, l'acheteur, il faut regarder ce qu'on fait, parce que c'est sûr que rien n'empêche de se faire arnaquer et d'acheter une œuvre si tu fais pas gaffe. Mais si tu regardes créé par, tu vois bien Ouais. que c'est pas moi, et tu dis bon il l'a volé quoi. Oui. Et pour les personnes qui nous écoutent peut-être et qui se disent j'ai toujours pas saisi c'est quoi exactement un NFT, c'est un JPEG, Ça est-ce peut que être vous plein de pouvez donner une définition un peu En simple fait, de ce que c'est un le NFT? NFT, si tu dois l'expliquer à ta grand-mère, c'est Écoute, entre mamie. gros guillemets, parce que vraiment, si les gens qui connaissent ça de près peuvent dire que c'est pas exactement ça, mais Oui, on n'est pas pour le des commun des experts, mortels, Oui, oui, oui. c'est une le discussion entre certificat d'authenticité d'une œuvre d'art qui va être posé Ou d'un objet numérique. Ouais, ou d'un objet numérique, c'est-à-dire que ça peut être un JPEG, ça peut être un fichier audio, ça peut être un petit truc en 3D, ça peut être un skin, enfin un costume ou une arme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, ouais. Par Ça exemple. peut être Ça peut être plein une de trucs. vraie œuvre d'art. Il y en a qui commencent à faire des certificats Oui, oui, en NFT qui oui. te donnent avec la toile. D'une Enfin, œuvre, d'une œuvre Tu vois, réelle aussi. une des autres applications, c'est pour éviter la copie chez les designers d'objets. Il y a plein d'éditeurs d'objets, donc de chaises, de mobilier, des trucs comme ça. Pour éviter les falsifications, ta table, elle arrive chez toi, il y a ta numérotation avec ton certificat ou des fois même directement sur ton mobilier. Mais t'as aussi le certificat qui arrive en numérique, ce qui fait que quand tu revends toi ta chaise ou ton truc plus tard, parce que c'est un objet de design qui peut valoir de l'argent, machin, la personne en face sait que c'est un original, que c'est pas une copie.
Charles Ingalls, il aurait adoré avoir ça à l'époque. Sacré Charles Ingalls. Bah, c'est Rolex qui s'intéresse beaucoup à ça. Parce Ouais. qu'ils ont beaucoup de problèmes de falsification, même de certificats papier. C'est-à-dire qu'ils arrivent à les refaire hyper bien. Sauf qu'un NFT, si la marque t'envoie toi directement un NFT quand t'achètes ta Rolex, c'est impossible que le gars le recrée. Il peut pas. Donc là, ça changerait tout pour eux. Parce que pour te donner un exemple un peu facile à visualiser, par exemple, même si on n'inscrit pas de NFT sur cette sur cette blockchain là, mais Bitcoin, en théorie, elle est inviolable. Bitcoin, qui est une crypto-monnaie. Ouais, la blockchain de Bitcoin. Pour réussir à craquer. Non, à craquer un peu le code, enfin pour réussir à violer la blockchain, ça prendrait une puissance de calcul qui est même pas envisageable sur. En fait, il y a tellement d'ordinateurs qui sont reliés entre eux pour calculer la blockchain. Il te faudrait toi encore plus d'ordinateurs que ça pour venir foutre le bordel là-dedans. Donc en fait, c'est pour ça qu'elles sont théoriquement inviolables. C'est que la puissance de feu qu'il te faudrait pour aller foutre la merde dedans, c'est quasiment pas atteignable. Il faudrait, je pense. Et c'est arrivé progressivement, cette histoire, parce que... Bah, c'est arrivé après une crise financière. Je crois l'histoire de 2008. Bitcoin, c'est 2008 avec la crise des subprimes. 2008, ouais. Et il y a un gars avec une énorme tête, un énorme cerveau qui s'est dit, bah, moi, je gars ou veux un- plus on jamais. sait pas. On sait pas, d'ailleurs, ouais. Ouais, C'est un bijou d'ingénierie informatique, quoi. Il a dit, je veux plus que ça arrive. Maintenant, les États contrôlent la monnaie, donc ça fout tout le monde dans la merde. Donc il a dit, on va faire quelque chose de décentralisé qui appartient à tous. C'est pour ça que la blockchain, quand on dit c'est des tas d'ordi, c'est pas la NASA avec tous ses ordis. Ouais, Si pas toi demain c'est pas tu veux privé. que ton ordi Ah. fasse partie de la blockchain, t'y vas. Voilà. Donc en fait, Ouais, c'est d'accord. plein de gens dans le monde entier. Après, t'as des gens qui montent des fermes de minage, qui alignent des ordis pour faire Mais que bien ça, sûr, voilà, oui. pour gagner de l'argent. Mais sinon, le but, c'est à la base, c'est toi, si tu veux mettre ton petit ordi au service, t'y vas. Et du coup, ça fait qu'il y a plus d'État. En tout cas, pour contrôler cette monnaie, quoi. Voilà. Mais alors attention, c'est C'était un coup d'État. attention, faut aussi spécifier un truc, c'est que ça remplace pas des monnaies en fait nationales. C'est-à-dire que les monnaies qui existent dans le monde circulent, une crypto-monnaie, elle est pas capable dans son fonctionnement, dans la façon dont elle est générée, d'avoir la puissance en fait d'une monnaie ou la stabilité d'une monnaie. C'est autre chose. C'est une autre manière. C'est parallèle. Ouais, c'est l'impression que j'ai. c'est en fait. parallèle, c'est un autre monde. Après, maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de porosité. Par exemple, aux États-Unis, je crois que tu peux actuellement acheter de l'immobilier qu'avec du Bitcoin, par exemple. Oui, mais en fait, pour moi, la crypto-monnaie, ça reste une monnaie comme les autres. C'est plus il y a de gens qui croient, plus elle est régulée. En fait, tu vois, le dollar, il y en a Mais tu pourrais partout pas là en- du jour au lendemain dire voilà on remplace par une crypto dans un pays. Ça, en fait, ça fonctionnerait pas parce Je que sais les pas. banques suivraient pas. Ben, tout mais simplement. ouais, Mais bah, si, il commence il commence à y avoir Oui, mais des- il commence voilà. c'est ça. Genre, En je fait, viens de vérifier mon info. Oui, j'ai vu. T'as Je vérifié. sais plus si c'était le Venezuela. Non, c'est le Salvador. Le Salvador Salvador, a ouais. officiellement accueille le Ah bah voilà, Bitcoin ça. comme une monnaie Mhm. à part entière. Mhm. C'est-à-dire que tu Wow. peux payer. Alors, j'imagine que tu vas pas payer ta pizza en Bitcoin, Et dans 10 ans, peut-être. même si la première vrai, transaction tu peux en payer des Bitcoin trucs a en- été faite. C'est ça un mec qui a commence acheté à une se pizza faire. en Bitcoin en 2008, je crois. 10 000 bitcoins. Ouais. Mais maintenant, le Salvador, c'est de te permettre d'accueillir ce truc-là comme une monnaie, comme une autre, quoi. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, c'est un monde qui s'est monté à côté de toi, qui est en train de se stabiliser. T'as des crypto-monnaies et des blockchains qui sont plus ou moins stables. L'année dernière, il y a eu un très bon exemple d'une blockchain qui s'est effondrée parce qu'elle a été fondée sur une pyramide de Ponzi théoriquement de son fondateur, ou alors C'est quoi une pyramide de Ponzi? c'est le fait de tu me prêtes 1000 euros, je te dis que tu vas récupérer un peu d'argent, et puis pour te filer ton argent, tes intérêts, je vais emprunter 1000 euros à Johan, je vais emprunter 1000 Ah, euros, d'accord, tout ça, oui. etc. Et en fait, tu te bases que les intérêts que tu donnes aux gens sont basés que sur de nouveaux arrivants. Donc en fait, à la fin, toi tu pars avec l'argent. S'il y a plus de nouveaux arrivants, S'il il y a y a plus de plus nouveaux rien. arrivants. Je vous ai tous Tous niqué. les gens C'est au-dessous, écrit tout. ils se font, voilà. Mais c'est ce qui vous est arrivé, vous? Non, Non, ça n'a rien à voir. Ok, ok. Mais Je suis Madoff. Allez, enlève mon masque. mais il y a des exemples de blockchains qui se sont effondrés. C'était une blockchain qui s'appelait Terra Luna. Ouais. Et Mais ça inspire pas Rip. confiance, hein, ton histoire. ben, Ouais. voilà, du coup, encore une fois, l'effet loop, c'est une blockchain parmi. il y en a- Oui. Oui, puis là, on Parce parle que t'as que les- des sujets qui font réagir. Puis t'as en des soi. blockchains locomotives comme Ethereum ou les blockchains Bitcoin qui sont hyper solides, c'est-à-dire qu'elles ont pris vraiment elles en ont pris plein dans la gueule. Bon, elles sont encore là et puis elles ont même évolué donc. En fait, l'erreur Ouais. qu'on fait souvent, c'était un peu le truc qu'on appelle la réflexion de dégène. Quand t'es un dégène, c'est un dégénéré. En anglais, c'est les gens qui sont à fond dans la crypto et les NFT. C'est qu'en fait, on compare constamment combien vaut un Ethereum en dollars ou en euros. Ouais.
Et en fait, du coup, ça rend les choses volatiles, tu vois. Par exemple, on dit, ouais, il y a un gars qui l'a acheté 1 million, et après, maintenant ça vaut 10 000, enfin, tu vois, on exagère, mais en vrai, il l'a acheté 100 Ethereum, et le truc, il vaut quoi, 90 Ethereum. C'est juste que l'Ethereum a dévalué. Mais en soi, si le gars avait acheté tous ses Ethereum quand c'était à 10 centimes, il a jamais dépensé 1 million d'euros. C'est juste qu'il avait déjà des Ethereum. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et du coup, Là, t'es en train de perdre Jérémy, par contre. non. Non, mais il y a la réalité de la valeur de la crypto et puis ce qu'elle aussi a. de valeur. Ouais. C'est juste que la crypto, c'est plus violent. Moi, ce que je trouve intéressant, ce que vous dites, c'est que j'aime bien cette phrase qui dit on n'entend pas la forêt pousser. C'est-à-dire qu'on entend tout le temps les gens hurler et donc du coup on fait regardez, vous voyez, je l'avais bien dit, je l'avais bien senti qu'en fait c'était une arnaque machin, alors qu'en fait comme tu le dis, enfin moi je suis un peu dans un délire Matrix là quand je vous écoute, mais j'ai l'impression que voilà pour 3 blockchains qui sont un peu qui craignent du boudin, t'en as plein d'autres, t'en as 100 autres qui en fait simplement mal codés au gentiment départ. petit à petit continuent de se Puis en plus, construire elles ont pas du tout toutes la même vocation, les blockchains. Oui. Les blockchains qui sont justement très centrés sur l'écologie, qui vont pousser des projets en rapport avec la médecine. Enfin, il y a plein de trucs différents. Donc l'application d'une blockchain peut se faire avec plein de trucs. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est comme, tu sais, je sais pas, Internet, les réseaux sociaux. Souvent, on parle des gens qui font des espèces de trucs financiers, tu vois, qui vendent des trucs des millions et qui partent avec l'argent parce que c'est des sujets qui font réagir et qui, tu vois, qui font parler. Mais en vrai, t'as des tonnes de trucs incroyables, autant dans l'art, autant t'as des démarches. Tu vois, t'avais l'agence Monstre avec Guerlain qui avait fait un truc trop cool. Ils ont vendu des abeilles en 3D, tu vois, assez stylé. Et le but, c'était de créer des jardins dans la métaverse et avec l'argent qu'ils avaient, de racheter des vrais jardins dans la France et de faire en sorte que pendant 10 ans, il y a rien qui se construise ici pour que les insectes reviennent. En fait, ils se servaient de tout ce dont on parlait avec l'écologie sur les blockchains pour conserver la vraie écologie. Ah, c'est intéressant. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs et ils se sont fait déglinguer parce que les gens croyaient que Guerlain, ça allait être un truc qui allait rapporter de l'oseille, quoi. Ils avaient mal lu le projet. Et en fait, non, c'était c'était pas fait pour ça, purement, c'était fait pour reverser à des associations. Mais big up à eux. C'est vraiment un vrai beau projet. Et mais ouais, je sais plus où je voulais en venir. Mais il y a plein de trucs non, mais on super. peut donner quelques exemples peut-être justement cool. Tu sais, genre, tu viens de me donner cet exemple-là. Tu me parlais de la médecine, l'écologie. Quels sont les projets un peu Là, comme Bon, ça, là, Ethereum, là, il y a un exemple assez fou, c'est que, en fait, ce qui est bien avec tous ces trucs-là, c'est que c'est digital et du coup, les créateurs peuvent les corriger. Donc, l'Ethereum, c'est une des plus grosses monnaies, une des plus grosses blockchains. C'est la deuxième plus stable et c'est plus une grosse. des crypto-monnaies. Hein. Et Ouais. c'est celle qui est liée au NFT voilà, plus particulièrement. Et en fait, l'Ethereum, ils ont décidé de faire une énorme mise à jour qui s'appelle The Merge. Là, du coup, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ouais. En septembre. Et en fait, donc c'était énergivore, la blockchain. C'était le problème. Donc, ils ont dit, C'est ça d'ailleurs fait- une des grosses critiques Ouais, sur c'est la les plus cryptos grosse- et les NFT. parce que ça fait tourner des ça ordi, fait tourner des machin. ordi. Voilà. Et donc ils se sont dit comment on peut régler ça et ça fait déjà plusieurs années qu'ils y réfléchissent mais c'est compliqué parce que ça veut dire c'est comme si d'un coup tu changeais toute la banque Et de puis il France. y a des gens tu vois. qui minent Ouais. en attendant, quoi. Eh Ça ben, ils continue l'ont- de tourner. Ils l'ont fait, ils ont décidé de le faire, ça s'est bien passé et maintenant Ça aurait pu complètement foirer. Hein. Ouais, ça aurait pu tout péter, bug de l'an 2000, tu vois. ça s'est bien passé et là ils ont dit que grâce à cette nouvelle application ils vont pouvoir baisser de 95% l'impact énergétique de la Ce blockchain. qui est juste T'imagines énorme. En fait ils viennent de corriger la seule critique Ah, c'est génial. qu'il y avait hein. sur la blockchain et en fait j'ai vu un tweet d'un gars qui disait ça, il disait vous vous rendez compte que la blockchain, c'est des particuliers qu'on fait plus en un an que n'importe quel État a fait pour le climat, en fait. Et c'est important, C'est vrai que C'est c'est super important le de le dire. pouvoir au peuple, en fait. Ouais, Et puis- Power to the people. Et ils l'ont fait. Et surtout, ils l'ont fait au risque de dévaluer en fait la globalité du truc, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui étaient contre justement The Merge. Parce qu'ils étaient justement dans le statu quo de rester sur ce principe de minage de fou, on pille en fait les ressources, quoi. Et eux ils se sont dit bah non, on va stopper l'hémorragie pour vraiment avoir quelque chose de stable, parce que ma vision, la vision du créateur hein, qui est derrière, j'ai plus son nom, mais bon. Vitalik Buterin. Ouais, c'est ça, Vitalik Buterin, voilà, extrêmement connu. Lui, il a sa vision depuis très longtemps. C'est un des génies en informatique qui est actuellement sur Terre, et il voit le truc. Et en fait, il doit se battre constamment contre des gens qui veulent pas que ça change, en fait. Des gens qui veulent faire de l'argent. Des Lui, gens c'est qui pas veulent faire son de la délire, thune. en fait. Lui, c'est le petit gars. Et lui, il est pas là-dedans, dans sa quoi. tête, il veut faire son futur. Voilà. Il se fout du côté spéculatif. Et du coup, il a réglé le problème numéro 1. Et il est devenu multimillionnaire grâce à... Donc, il sait ce que c'est que d'avoir plein de pognon, quoi.
Mais il a pas l'air de s'en servir. Et il a pas l'air. s'en fout. Ouais, il c'est a ça. tout le temps de jogging, le gars, Ouais. il s'en bat les couilles. Et vous diriez quoi justement aux personnes qui, pour qui c'est que de la spéculation? Parce que je sais que ça rebute un peu l'aspect Bah, spéculatif. en vrai, déjà, moi, on en a pas parlé tout à l'heure, mais moi, un des choses qui m'a attiré dans ce monde-là, c'est que c'était un monde que je ne comprenais pas. Et c'est un peu le phénomène de quand j'étais petit et que je cassais mes jouets pour les démonter, pour essayer de les remonter, je voulais comprendre ce qui était un peu à l'intérieur de la matrice. Il y a là, plein de choses que je ne comprends toujours pas, parce qu'il y a des choses, c'est vraiment, ça tient presque de la métaphysique, tu vois, mais il y a des choses concrètes, des applications concrètes que tu peux comprendre, et surtout des gens qui en parlent très bien. Il y a des communautés qui en parlent super bien, même ne serait-ce qu'en crypto, il y a des youtubeurs qui font de la vulgarisation qui est hyper séquencée, donc qui est facile d'appréhender. T'appréhendes pas tout le bloc d'un coup, t'apprends vraiment petit pas par petit pas. Et du coup, c'est là où tu te rends compte que c'est un univers immensément riche, qui n'est qu'au début de l'éclosion de lui-même. Donc, des applications, je pense qu'on n'a pas 1% des applications qu'on pourra faire de la blockchain, d'un NFT, du métavers. On n'a encore rien comme idée. Tu vois, on est vraiment on est à l'âge de pierre, quoi. Et C'est pourtant, fascinant. on fait déjà des trucs hyper cool. Mmh. Parce que il y a même enfin, tu vois, dans le projet qu'on a essayé de monter, nous, cette année, Les MetaMakers. MetaMaker, il y avait c'était pas qu'une collection d'images qu'on vendait. L'idée, c'était que la collection d'images, c'était en fait ta carte de membre pour rentrer dans une communauté qui reliait des designers, des artisans et des potentiels acheteurs ou acheteuses. Et l'idée, c'était que toi, demain, tu dessines une lampe avec un pied en céramique et puis un abat-jour en toile. On est capable, toi, t'es à Paris, mais on est capable de trouver une céramiste qui est aux États-Unis, une autre céramiste qui est en Asie du Sud-Est. Et on va couper tous les circuits de production et les intermédiaires d'envoi, parce qu'en fait, on aura déjà des endroits pour produire ça sur place. Donc en fait, c'est un principe Sur place, dans la vraie vie. dans la vraie vie. Ouais. Dans la vraie vie. En fait, on se sert de cette décentralisation virtuelle pour en fait juste rendre des service vrais à des gens et projets. relier des gens dans le monde réel. Donc les applications sont super bien. Ouais, c'est super décentralisé, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, en l'occurrence, on n'a pas eu de bol parce qu'on avait très bien travaillé le projet, mais on avait fixé notre date de lancement. On n'a pas eu le nez, on va dire. En fait, notre date de lancement est tombée 4 jours, je crois, après le crash de cet été, enfin d'avant l'été, le crash des crypto-monnaies, la fin du bull run, justement. L'arrivée de Poutine. Attendez, ça. mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu le crash des crypto-monnaies? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en Parce fait- que je sais qu'il y a eu la guerre, mais Non, si tu veux, les crypto-monnaies sont liées à l'économie de base. Et du coup, dès qu'il y a un coup dans l'économie de base, les cryptos prennent genre le coup fois double. Tu le vois dans la bourse déjà. donc tu c'est vois, fucking pareil. Poutine, quoi. Ouais. En gros, les gens, il y a pas mal de gens qui qui ont eu peur de perdre des actifs dans le monde réel, donc ils ont décaissé leurs actifs virtuels. Parce que les plus gros, on les appelle les baleines en fait, de whales. Et donc si eux ils bougent, et derrière en fait ça entraîne ceux qui sont moins gros à dire eux ils ont bougé, donc en fait on va Donc, faire il faut pareil bouger. et on va bouger. Et Donc, il y a eu un peur, crash. quoi. C'est Ouais. le même C'est une principe, avalanche, si tu quoi. veux, toi, t'as un paquet de bonbons, on met un paquet de bonbons en commun avec 100 bonbons dedans. Toi, t'en possèdes 90 en disant, ouais, moi, mes bonbons, ils sont vraiment bons, on les garde, machin. T'as 10 autres acheteurs qui sont à côté. Si toi, d'un coup, tu vends tes 90 bonbons, les autres vont se dire, ah, en fait, les bonbons, ils sont dégueulasses, faut les vendre vite. Oui, bah oui, c'est. Donc, tout s'effondre d'un coup. Tu vois, T'expliques bien. Ok, donc il y a eu ce crash et vous, avec les MetaMakers, on vous avait- aviez prévu votre lancement. Et oui, et on avait prévu notre lancement 4 jours après. Et l'argent qu'on devait faire en vendant ces cartes de membres devait nous servir à monter les fondations de notre Pour cette réseau communauté, décentralisé. ouais. Voilà. On avait toute une communauté sur Discord. Il y avait des artisans qui étaient un peu de partout, de Thaïlande, des Philippines, du Texas, d'Argentine. Enfin, c'était vraiment trop cool. Il y avait des gens qui faisaient des. Ouais, tu m'en parlais, qui ouais, je me montraient souviens, leur ouais. taf et tout. C'était trop bien. Et puis en fait, tu te retrouves à quelques jours à voir un truc qui s'est effondré devant toi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Yon, c'est que moi je savais avant de me lancer dans le projet, c'était un pari. C'est-à-dire que c'est Oui. soit Il y avait un risque. je mettais 2 mois et demi, 3 mois de ma vie
dans un projet qui donnait rien, soit potentiellement je faisais 1 an et demi de salaire qui me permettait d'être plus correct pour ça voir aurait été tellement arriver cool. derrière et pour pouvoir vraiment monter le projet de maison d'édition décentralisée. Bon bah voilà, j'ai joué, ça a pas pris parce que pas de chance sur Pas de le chance. marché. Ouais. Mais il y a des gens pour qui ça a marché. Il y a des projets qui se sont lancés quelques mois avant, des projets genre Doodles ou c'est des gens maintenant, ils ont lancé à 1 mois près, ça a super bien pris. Et maintenant, eux, ils ont pu leur mise de départ qu'ils ont fait dans leur première vente, les réinvestir dans leur projet derrière. Ce qui fait que maintenant, ils font des expos partout, ils sont en train de monter plein de projets différents, ils lèvent des fonds parce que ils ont eu c'est le fameux truc de prêter courir, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, ils ont un projet où les gens peuvent y croire, donc on leur prête de l'argent, donc ils peuvent monter des projets encore plus gros. Oui. Une spirale. Parce que nous, on s'est un peu rétamé à la première marche de l'escalier. Mais c'est cool parce que j'ai appris plein de trucs. Oui. Le C'est pas projet en perdu, lui-même, dans le graphiquement, cosmos. je me suis, parce qu'on n'a pas parlé du tout de ça, mais le côté génératif est ultra intéressant dans ce genre de projet-là, Génératif. dans ce qu'on appelle les projets PFP, les projets de Profil Picture Project. Donc en gros, un avatar que tu vas pouvoir mettre en avatar sur Twitter, sur Instagram, sur où tu veux. Donc cette image-là que tu peux acheter. Ben en fait, tu la génères avec. Moi, j'avais un fichier avec c'est un corps de base, mais il y a même plusieurs corps de base, plein de dieux différents, plein de bouches différentes, plein de barbes différentes. Des poupées, machin. quoi. Des puppets. C'est ça. Mais en fait, il Des faut Lego. à chaque fois que tu dessines un nouvel élément, il faut être sûr qu'il rentre pas en conflit avec potentiellement tous les autres éléments que tu as créés avant. C'est un Enfin, gros taf. c'est un énorme, casse-tête ouais. de ouf. Hmm. Et du coup, c'est trop bien. Ouais, créativement, c'est ouf. Ça avait créé incroyable. quoi? Je sais pas, je dis une bêtise, genre t'as créé une base pour faire 50 et puis après le truc t'en génères 600 par exemple, c'est ça? Ouais, Moi, c'est moi, l'idée. mon fichier, je crois que j'avais dans les petites, j'ai perdu le mot. Dans les petits éléments qu'on pouvait rajouter sur le personnage, je devais avoir à peu près 200 et quelques éléments différents, ce qui faisait qu'en combinaison, c'était infini. Oui, c'est infini. Ouais. C'est infini. Et nous, on devait sortir ce qu'on appelle un supply, donc un nombre donné de ces avatars. Si je te dis pas de bêtises, nous c'était 2222. Et on en a vendu. Mais vous les 12. avez mis en... Et en fait, 12 sur 2222. plus que ça, non, quand même. on en a vendu une quarantaine. Et en fait, là, on a dit, OK, le marché, en fait, c'est vraiment très, très, très effondré. Alors que c'était rembourse. hyper prometteur. Ouais. Les gens avaient dit on vous suit, c'est trop cool. Ouais. Et en fait, les gens, ils avaient la valeur de ce qu'ils avaient comme actif virtuel valait plus rien. Donc ils se sont dit, bah non, en fait, je vais pas investir maintenant. Ce qui est normal. Enfin, c'est ce que tout le monde aurait fait. Mais du coup, on en a vendu quelques-uns, plusieurs dizaines, qu'on a finalement remboursé aux gens. Ah oui. En leur disant, on vous rembourse votre mise, vous gardez l'avatar, et en fait, tous les avatars, on les laisse gratuitement. Tant pis, le projet se fait pas, mais au moins, la communauté nous a suivis, donc au moins, ils ont un petit bonbon qu'ils peuvent manger derrière. Un JPEG. Un JPEG, un petit avatar. Mais c'est rigolo, parce que je vois encore plein de gens sur Twitter Ouais, c'est cool. nos avatars. Mais au moins, c'est bien, ça apprend, ça fait le cuir, c'est cool. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio reviews, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/senscreativepodcast ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. Bon, et toi, du coup, les Lost Cats, c'était Ouais, en même temps. Moi, j'ai mon petit MetaMaker. Je l'avais acheté au marché secondaire. J'ai Au loupé Black le Market. mint et j'étais en mode ah, merde. Mais Toi, t'as ouais. vécu une histoire un petit peu similaire. Bah, ouais. Alors, Bah, en fait, parle-nous moi, de la j'ai- genèse, parle-nous de la Ouais. genèse du projet. Moi, j'ai commencé avec des œuvres uniques.
Donc vraiment, j'ai dit le côté artiste. Voilà, au début, je voulais revendiquer ça plutôt. Donc j'ai commencé à miner des œuvres uniques. Enfin, j'avais fait ma première là, c'était un petit gif, mais ça c'était vraiment pour tester. Et du coup, j'avais remis un peu de sous. Au tout début, j'ai investi 400 €, qui était beaucoup trop, mais qu'après c'est rentabilisé. Mais pour reminer quelques œuvres de manière un peu plus clean, quoi. Là, j'avais compris comment ça marchait. Je savais que à certains, ce que je savais pas, par exemple au début, c'est que c'est les frais de transaction. Plus il y a de monde qui font des frais en même temps, plus c'est cher. Tu vois, en gros, donc du coup, j'ai découvert que si tu faisais ça le matin, là où les États-Unis dorment, bah ça te coûtait beaucoup moins cher. Ça te coûtait pas 100 balles, ça te coûtait 20 balles. Donc j'étais con déjà. Donc voilà, j'ai commencé à miner des œuvres à 20 balles. Et j'en ai vendu une, donc à un pote, c'est Oelan, Jordan Coelho, gros big up à lui, qui m'a bien mis le pied à l'étrier du coup, parce que lui avait déjà vendu ses œuvres en amont, donc il avait un peu de crypto-monnaie. Il m'a donné un petit coup de pouce, il m'en a acheté une, ce qui m'a permis d'en miner 2-3 autres. Et en fait, j'ai commencé à beaucoup moi m'investir sur Twitter. En fait, tout se passe sur Twitter. On n'a pas trop parlé, mais en gros, c'est un milieu où il faut faire ta com toi-même. C'est-à-dire qu'il y a plus d'intermédiaire, donc il y a plus de t'as plus d'agents. De toute façon, personne ne comprend rien. C'est plus Twitter qu'Instagram. C'est plus Twitter. En fait, Instagram n'est pas le public Instagram ne comprend pas pourquoi payer des images puisqu'on lui donne gratuitement. Donc en fait, c'est le crypto, c'est Twitter. Ouais. Voilà. Donc tout se passe sur Twitter. Donc tu fais moi vu que j'étais là un peu au début, bah j'ai commencé à lier des liens avec plein mal de créateurs, puis on s'aidait, moi j'ai acheté un petit truc, lui m'en a acheté un. Et en fait, j'ai commencé à vendre des œuvres vraiment à 800, 1000 €, des trucs quand même vachement bien quoi, c'était la folie. Et donc j'ai fait ça et ça c'était tellement une émulsion d'idées qu'en fait j'avais tout le temps envie de dessiner sur la crypto. Sur ce qui se passait dans le monde des NFT, mais sauf que je me suis dit je vais pas polluer mon style que je travaille depuis des années en rajoutant des trucs de crypto, ça n'a pas de sens. Donc du coup j'ai créé une collection à côté qui s'appelle le Drugstore, où je me suis amusé à créer des petits packaging, genre une boîte j'ai fait une boîte de Viagra. Au lieu du Viagra, c'est de l'Ethereum. Tu vois, j'ai fait des vannes comme ça dans mon style graphique, mais plein de trucs comme ça. Et ça comment dire, je les vendais à 60 €, un truc comme ça l'unité. Et j'ai installé tout un système de jeu où, en gros, si tu collectionnais 2 images fixes plus une animée, eh ben tu pouvais gagner une image un peu plus rare que je t'envoyais directement. Tu l'achetais. Celle-là, tu pouvais pas l'acheter. Tu pouvais que la gagner en faisant un combo. Ouais, t'as gamifié ton process. C'est quoi. ça. Et si t'avais 2 images rares, t'en gagnais une encore plus rare. Et t'avais 3 étapes comme ça où à chaque fois fallait collectionner plus. Et en fait, les gens ont adoré. Donc ça a été un succès. À chaque fois que je sortais, ça partait vraiment. Je mens pas en 5 secondes. Je disais ça sort à 8 heures, paf, 8 heures 5 secondes, c'était vendu. Donc c'était fou. Et j'en ai fait, c'est pas fini, elle existe toujours la collection. Je le fais quand j'ai du temps, mais j'en ai vendu 80, je crois, images. Et en fait, les gens, après, vu que c'était gamifié, donc moi je les vendais à tu vois, entre 60 et 100 balles selon le type, ce qui faisait un peu plus cher, les animés, machin. Et ben les gens se les rachetaient entre eux. Les gens se les rachetaient entre eux et c'était incroyable. En vrai, il y a des gens qui ont payé leur loyer grâce à ça. La vente record, c'était 4000 €. Quelqu'un un gars qui est arrivé, qui, je sais pas, qui voulait faire toute la collection d'un coup, et ça, il avait pas envie de se faire chier à attendre que ça sorte, il a acheté comme ça, paf. Donc c'était fou. Et moi, sur tout ça, ce qui changeait tout, c'est que je touchais des royalties. Tu vois, je touchais 10%, donc le gars, il a vendu pour 4000 €, et moi, j'ai touché 400 € dessus. Parce que c'était dans le contrat. Le smart contract, voilà. Donc en fait, ça profitait et aux gens qui s'amusaient à collectionner et à moi, donc c'était vraiment un bonheur total. Et donc t'avais des petits dollars dans les yeux. Ouais, c'est surtout je faisais plus de travaux de commande qui peuvent être chiants des fois, tu vois, que j'aime bien, mais ouais, là, c'était dans le fun total, c'était que du fun. Oui, c'est vrai que c'était vraiment puis en plus à ce moment-là, on était en plein bull run, donc tout le monde était en extase, tu vois, c'était presque chelou, tu vois, tout le monde était en folie, quoi. C'est ton marché de l'art, là, il est à toi et t'en fais ce que tu veux, quoi. Du coup, le NFT Drugstore marchait bien, les gens allaient voir mes œuvres perso, qui coûtaient un peu plus cher, du coup, des fois, il y en a qui ont découvert comme ça, qui ont commencé à investir, parce qu'ils croyaient en moi. Après, je me suis amusé à faire des œuvres digitales que si tu l'achètes, je t'envoie un print de l'œuvre chez toi. Tu vois, je m'amusais, en fait, je faisais des trucs comme ça. Et donc ça, c'était fin 2021. Moi, avec tout cet argent que je prenais,
En fait, moi, je réinvestissais dans d'autres œuvres, d'autres artistes, des collections, des trucs de PFP. Là, t'as spéculé là sur. Là, j'ai spéculé. En fait, j'ai joué à ça. En fait, j'avais tu vois, j'ai un pote que je me suis fait via Twitter. Bah, moi, à force de vendre des drugstores, bah, j'ai été acheter ces petits chats. Ils faisaient des mannequins là, animés en gif. Et son truc est monté. Donc, j'en ai revendu. Enfin, tu vois, en fait, tu t'es dit, il fait des chats, je vais faire des chats aussi. Oui, après, Les non. Lost Cats. Bah, en fait, justement, moi, le projet des Lost Cats, c'est, en fait, si dans la crypto, ça existe vraiment que dans les NFT, un peu ce truc-là. En tout cas, c'est toléré. C'est-à-dire que quand il y a des collections qui marchent très fort, donc là, en l'occurrence, les Cool Cats, c'est un Américain qui a créé, qui a son personnage depuis 10 ans. Il fait les chats, quoi. Ouais, les chats gagnent sur les Internet. chats, quoi. La base. Et pour vous expliquer, en gros, cet Américain, ça fait 10 ans qu'il taffe son personnage de chat bleu. Il fait des petites BD qu'il faisait sur un blog, tu vois, tu sais, à l'époque où t'avais des blogs cartoon, là. Donc, il faisait ça, il a créé une collection, comme t'expliquais, une collection générée. Donc, avec plein d'ustensiles, plein de coupes de cheveux différentes, bref, des avatars, quoi. Donc, il a créé 10 000 chats. Au tout début, c'était vendu 20 balles, c'était pour rigoler, quoi. Et en fait, ce projet a explosé, un peu, c'est le Hello Kitty du Web3, tu vois, et c'est monté très très cher, au point que c'était à 30-40 000 euros le chat. Et moi, j'avais pu en acheter un au tout début à $40. J'étais hyper content. Et surtout, en fait, au-delà de ce côté argent, la communauté était vraiment incroyable. Enfin, ça, c'était trop bien, quoi. Tu sais, les gens faisaient des fan art et tout ça. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire beaucoup de fan art parce que tu sais, dans l'émulsion, tu aides ton projet en fait en faisant ça et tout ça. Et au moment où je crois que début janvier 2022, ça a commencé à redescendre l'engouement. Et du coup, ça a commencé à être le début du bear market. Ce qu'on appelle le bear market, c'est quand tout chute, tout doucement, avant que ça soit vraiment violent avec Poutine et tout ça. Et moi, j'ai commencé à imaginer quels seraient les chats dans un monde de bear market, quoi. Donc, j'ai commencé à dessiner des Lost Cats qui sont des chats violets. Toujours l'idée méta, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que les dérivés de projets qui marchent bien, ça se fait beaucoup. En fait, ça fait rire ceux qui ont créé le projet original. Et souvent, il y en a qui sortent des collections. Par exemple, on connaît tous les singes, là, les Bored Ape. Bah, il y en a qui ont sorti les Sleepy Ape. Tu vois, c'est les singes, au lieu d'être ennuyés, ils dorment, tu vois. Mais c'est des trucs qui font marrer les gens, qui se vendent pour rigoler comme une collection de Pog, tu vois. Et bref, moi, au début, j'ai eu cette idée de dessiner les Lost Cats, donc les chats de la rue, quoi. Ceux qui n'ont pas eu la vie facile, ceux qui se vendent pas, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé finalement après. Et en gros, c'est des vrais SDF. Ouais, au tout début, j'ai dessiné quelques personnages comme ça, et puis je sais pas, à force de les regarder, je les kiffais en fait. Tu sais, je les ai fait en mode gangsta, en mode vraiment les chats, ils sortent de GTA, tu vois, ils ont la vie dure, quoi. Et du coup, Tough Cats. Voilà, c'était un peu ça. Donc j'ai dessiné 2-3 persos comme ça, et puis je me suis dit, ce serait vraiment bien de faire une collection générée. J'adorerais essayer en fait, au-delà du côté faire de l'argent. En fait, c'était quelque chose que je ne comprenais pas comment ils faisaient. Essayer d'explorer tout le process, en fait, et comprendre comment ça dessiner se des goupille, éléments quoi, voilà. pour générer ensuite 10 000 chats. Je trouve ça incroyable, parce que tu vas avoir des chats que t'as jamais imaginé qui vont sortir. Tu sais, t'as jamais imaginé deux trucs ensemble. Ouais. Donc j'ai commencé à dessiner, en fait, sans savoir comment j'allais faire. J'ai commencé un peu à dessiner des différentes têtes, différents machins. Et j'en ai parlé à Lucille Faroni, que vous connaissez. Coucou Lucille. Coucou Lucille. Et je disais, putain, j'aimerais trop faire ça, mais je connais rien en développement et tout. Et elle me dit, mon copain Maxime, je cite pas son nom de famille parce qu'il est tout le temps sous c'est son mec. pseudonyme. Parce que je savais qu'il y avait un Maxime dans le coup, mais c'est le mec de Lucille. Et Maxime Nalcares sur Twitter, en fait, elle me dit, il est développeur de jeux vidéo, donc en fait, si peut-être vous pourriez en parler ensemble, ça se trouve il sait faire. Je me dis, vas-y, de toute façon on perd quoi. Donc on a commencé à faire à se rencontrer, voilà. Et il me dit, franchement j'ai regardé, c'est facile à faire en fait, à générer, à faire le contrat et tout. Donc vas-y, let's go. On se met d'accord sur si ça marche, on divise. Tu vois, c'était 50 pour moi parce que j'avais l'idée, et eux 25 parce que Lucille s'occupait du community management. Très fort pour ça. On s'est fait une petite équipe, tu vois. Ouais. Et on est parti comme ça. On a bossé 5 mois. Alors moi à fond. Vous avez eu combien de personnes sur votre serveur Discord au total? Pas beaucoup, en vrai, pas beaucoup. C'était vraiment, c'était hyper dur de gérer une communauté. Nous, vous avez plutôt bien réussi. Nous, on n'avait pas énormément de followers. On a eu des gros problèmes avec Twitter parce que Twitter, à ce moment-là, faisait la guerre aux NFT parce qu'on entendait que ça partout. Ils en avaient marre et ils nous ont pété plusieurs fois le compte Twitter. Bref,
pendant 5 mois, moi, j'ai travaillé pareil, plus de 200 éléments. On a tout mis en place, fait de la com. J'ai fait des teasers animés en mode dessin animé. Ouais, c'était trop J'ai cool. appelé une voix off des États-Unis pour avoir une grosse voix en mode No, the lost cat. Je me suis fait plaisir de ouf. Et on a sorti ça un tout petit peu avant vous, Ouais. mais en Une gros, semaine ou deux, je crois. une semaine avant, mais c'était la même ambiance. En fait, le jour de la sortie, il y avait des gens qui attendaient quand même. C'était assez, enfin, il y avait une attente quand même assez Ah oui, sympa quand tu sur fais un le projet. lancement de NFT, bah, il y a une communauté derrière, Oui. ils attendent, puis il y a un Faut moment vous où dire qu'il y c'est lancé. a 5 mois où on tease les gens, on leur montre. Donc il y a des gens qui commencent à arriver de plus Et en puis, plus. il y a un jour J, en fait, où on peut ça, Comme les gens qui miner, font on peut la acheter, file quoi. devant un Apple C'est un Store. peu ça. Il y a le running gag des gens qui vont juste te demander Ven, W-E-N pour dire when. Oui. Quand est-ce que vous allez Ah oui, oui, ça sort, d'accord, lancer la collection, tout ça. Mais parce que t'as des gens Mint. qui aiment bien Ouais, ça, c'est ça. Mint. T'as des gens qui aiment bien le projet, mais t'as aussi des gens en fait qui se disent si je suis là maintenant et que ça marche, Ouais, c'est je leur ai acheté Podzob et je vais le revendre plus cher demain ou Bien dans sûr. une semaine. Tu vois, il y a Bien beaucoup sûr, de C'est le spéculateurs. moment à pas louper, quoi. C'est pour ça que ça attire beaucoup de gens, un lancement. Donc nous on l'a lancé. Pareil, c'était juste avant ça commençait à devenir tendu et en fait il y a eu le jour du lancement, j'avais regardé sur la charte de l'Ethereum, genre on lance et là il y a une chute genre, énorme de l'Ethereum. Donc en fait personne n'a pareil, on en a vendu quand même 240 je crois si je dis pas de bêtises. Sur 5000, nous on avait 5000 chats à vendre, donc c'est pas grand chose, mais ça fait quand même, ça nous a rentabilisé un petit peu les mois de travail. Vous êtes rentré dans vos frais? Ouais, on est avec Presque. un petit SMIC, quoi. Vraiment Oui, un petit léger. Mais, enfin, moi encore, parce que j'avais 50%, 25 à 25%, et franchement, ça valait pas le coup, quoi. Ouais. Mais, donc, alors nous, on n'a pas enterré le projet. Moi, j'ai toujours en fait, j'attends que le bear market passe. J'ai quand même plein d'idées sur ce truc-là et ça me fait vraiment Parce que marrer. ça peut repartir, en fait. Bah ouais, nous Ouais. le projet est officiellement en pause longue, mais c'est pareil. Oui, on c'est a- un peu ça. on sait que ça potentiellement ça peut repartir. Enfin, c'est ce que Yoann disait, c'est que les communautés elles sont tellement emballées et puis c'est des vraies communautés oui, t'as des gens qui viennent juste spéculer, soit, mais il y a aussi sur les serveurs Discord, vraiment des gens hyper cool. Tu vois, Grave. tu rencontres vraiment des personnes, pas en vrai. Du Ah, ils coup, sont passionnés, mais quoi. T'as vraiment des gens Ouais. passionnés et passionnants. Nous, on s'est fait des potes sur un projet de dérivé, parce que toi, Bah oui. c'était un projet vraiment créé de toutes pièces et tout. Nous, c'était vraiment un truc pour se marrer, quoi. Donc, tu rencontres vraiment des tas de gens, c'est ouf. Ça, c'est vraiment l'aspect qu'il faut mettre aussi bien en avant pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet NFT. Ouais, il y a le côté Il y communautaire. a un hein, qui côté est- communautaire, c'est-à-dire qu'il faut aussi être prêt à accorder. C'est pas genre tu vas poser une image sur Internet, t'attends que Oui, c'est il bon, tout ça. faut prendre Il soin de sa faut- communauté. Bah ouais, c'est puis c'est un peu moins fake qu'une communauté dans ce qui est devenu Instagram maintenant, qui était pas du tout avant ça. C'est-à-dire qu'avant il y avait des vraies communautés sur On sent que Instagram. t'es amer avec Instagram. Non, c'est pas ça. non, mais je veux dire, il y a un truc déjà, en fait, le principe d'Instagram où les gens de ta communauté ne te voient plus passer sur Instagram, C'est un enfer. ça commence à Oui, devenir un c'est problème. clair, c'est clair. Mais en tout cas, sur les serveurs Discord, il y a des trucs, voilà, il y a une vraie émulsion, il y a un vrai, Et en tout cas, si tu fais Et- pas ça, ton projet, Ouais. il va pas décoller. Mais on- C'est En vrai, c'est un- il y a c'est un tous les des ingrédients exemples, hein. Il y a hyper tous les importants. exemples. C'est sûr, ça marche, mais il y a des gens qui sortent la collection déjà minée. C'est-à-dire que c'est comme si l'artiste mettait en vente. Ah oui, il a lui-même, déjà fait et il y a lui-même. des gens qui arrivent et qui foncent dedans, qui achètent tout. Et Ça dépend. on parle de communauté, donc des gens qui attendent que vos collections sortent, etc. On parle du bear market, le crash dont vous avez parlé, etc. Je pose une question. Est-ce que ça affecte aussi les personnes qui sont vraiment très 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 connues? Est-ce que par exemple par exemple tu parlais de Banksy tout à l'heure, est-ce que Banksy serait impacté comme vous si lui il sort son truc même dans le crash? Alors vous allez me dire oui évidemment parce que c'est un mouvement global, mais est-ce que il y a aussi, vous savez, même dans le milieu de l'illustration, il y a aussi ce truc de la notoriété. Ah oui, bah, Et donc, est-ce que Bah, pour en le quoi ça joue, quoi? Il y a des gens qui ont perdu de l'argent ou qui n'en ont pas gagné, enfin, qui auraient pu en gagner mais qui n'en ont pas gagné. Par contre, je pense que les artistes et les projets où il y avait un fond, où il y avait une démarche sincère, même si le projet a pas marché, c'est pas pour autant que ces artistes-là sont blacklistés ou quoi, tu vois. Il y a vraiment un... Et des fois, il y a des gens qui profitent parce que là. Non, mais je veux dire, vu que, tu vois, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, vous n'êtes pas Banksy. Et, Je serais pas ici sinon. et tu vois, Je serais dans un loft dans le 5e. c'est clair. Mais,
je me demande si voilà, c'est pas les personnes comme vous, gros guillemets, qui ont vraiment travaillé, qui vous avez cultivé votre communauté, vous êtes donné les moyens, etc. Ça crache, ah bah merde. Là où quelqu'un qui a une renommée beaucoup plus grosse que vous serait genre oh zut, mais bon ça va quoi. Ouais, mais Bah, comme tout. Ouais, c'est ça, pense, comme tout. Je pense Ok. qu'il y a des artistes qui s'en foutent déjà, qui ont essayé, des artistes avec des grosses notoriétés qui ont essayé, ça a pas marché, c'est pas ça autre chose. Puis t'as des artistes t'as des artistes ou des gens qui ont investi dans ce milieu-là, qui ont perdu beaucoup d'argent, mais qui avaient déjà beaucoup d'argent avant. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est qu'il faut investir de l'argent que t'es prêt à perdre, parce que ça reste, que tu le veuilles ou non, ça reste quelque chose de spéculatif. De toute façon, ça ça fait change partie pas des- d'une toile. Si Oui, t'achètes c'est ça. une toile, elle va pas forcément prendre de la valeur. hein. Est-ce qu'un C'est jour ça. ce sera plus spéculatif? Non, ça je pourrait. pense pas, c'est de Ouais, l'art. c'est un marché qui s'autorégule, donc Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure de Bitcoin. Avant de s'évanouir dans la nature, le ou les créateurs de Bitcoin ont rechangé un peu la manière en gros le code dans Bitcoin pour éviter justement une dérégulation du marché. Donc en gros, ils ont fait un espèce d'acte de dire on va essayer de protéger un peu les gens qui sont dans cette sphère-là, qui croient au projet et qui veulent pas faire n'importe quoi, pour les protéger des gros requins de la bourse justement et des gens qui voient juste un endroit pour spéculer. Donc c'est des marchés qui s'auto-régulent, puisque c'est le pouvoir est à tout le monde. Donc demain si t'as une grosse communauté, tu peux avoir du poids toi sur une blockchain. Donc C'est incroyable. T'es choqué par la crise, pour moi c'est juste une crise de plus. Je suis choqué par la crise, pour moi c'est juste une crise de plus. Élevé par prolétaire, rien dans les poches à part des pluches. Ça fait 10 piges que je suis artiste, j'oublie pas le texte dans le bus. À l'époque où j'allais bien vivre de mon art comme unique but. Mon insouciance avalée par des images de sites d'actu. Encore pire depuis que l'argent achète l'influence et les vues. À chaque époque apparaissent de nouveaux types de fils de pute. C'est juste qu'à notre époque y a vraiment beaucoup de fils de pute. Je te parle même pas de toutes ces notifs qui me bouffent tout mon temps. Mon temps d'écran c'est le temps de travail moyen d'un SMIC armé content. Qui mettra son gilet jaune pour aller se faire péter les dents par des flics qui se remettent plus en question depuis bien longtemps. Obéir et rétablir l'ordre, quitte à faire couler le sang. Pendant ce temps je m'indigne en story pensant être un résistant. Aspiré par les écrans, je réagis toujours dans l'instant. En guise d'appât une notif rouge avec un chiffre dedans. Franchement c'est déprimant quand on pense tous être différents, alors qu'un algorithme s'entraîne à triturer nos subconscients. En 84 arrivée d'internet, putain de bouleversement. Je m'en sers en ce moment pour essayer d'être captivant. Je critique ce que je fais moi-même, c'est perdant-perdant. Typique, je créais pour le like, je pensais plus en attendant. À l'époque c'est le cancer qu'ont vu arriver nos parents. Nous ce sera sûrement les troubles du comportement. Ce sera sûrement les troubles du comportement. Ce sera sûrement les troubles du Et vous avez réagi vous comment vous deux quand vos projets se sont un peu cassés la gueule? C'était très dur en vrai parce que moi, en fait je me suis dit tout s'était bien passé pour moi jusque là dans la blockchain, c'était la folie, c'était vraiment trop bien. C'était la ruée vers l'or. Ouais, un peu. Et je me suis dit ce projet là il me fait vraiment marrer, je m'éclatais de ouf. J'ai un peu investi aussi avec les voix off et surtout le temps, parce que je me suis dit en fait je veux le faire à fond, je veux pas avoir de regrets. En fait si ça marche pas, je veux au moins avoir fait le max. Donc j'ai fait vraiment 5 mois non-stop et c'était un peu qui tout double, parce que 5 mois sans bosser, moi j'ai pas de l'argent de ouf de côté, donc tu vois c'était vraiment j'étais sur mes réserves si ça marchait pas. Mais alors sur le coup ça a été très dur parce qu'on s'imaginait déjà péter le champagne, faire un sold out en quelques jours. Et en plus ça a commencé un peu, tu sais, ça s'accélère au début, tu vois, tu sais 30 minutes, 50. Ah bah les premières minutes c'est impressionnant. Les premières minutes c'est impressionnant. Ouais. Enfin c'est assez fou quoi. Mm. Et du coup on a bien compris assez vite avec l'ambiance actuelle que ça allait pas repartir. On a essayé quand même. Et puis c'est surtout que chacun au bout d'un moment on peut plus y passer du temps indéfiniment. Bien sûr. Donc on s'est tous un peu repartis dans notre coin à travailler pour vivre quoi. Donc c'était un peu amer, mais après coup je le vis vraiment pas comme un échec parce qu'en vrai c'était hyper intéressant, on a vraiment hyper bien travaillé. Mais ne serait-ce que déjà au sein de l'équipe, c'était vraiment une gestion c'est très compliqué les NFT parce que
en fait, tu vis faut que tout fonctionne sur le créneau horaire américain, en gros, si tu veux que ça fonctionne bien sur les réseaux. Donc déjà, t'es décalé du monde réel, quoi, de la France. Et t'es dans plus de ça, t'es dans une niche de gens qui parlent que de NFT et tout. Donc t'es complètement déconnecté du monde et il fallait qu'on communique très bien entre nous, en fait. Parce qu'il y a des moments de tension, il y a des moments où on savait plus trop où on allait, on n'était plus sûr. Donc en fait, on a vraiment très bien géré ça. On se parlait franchement de tout, d'argent. Moi, je suis arrivé, j'aurais dit, bon, les NFT, c'est, voilà, je veux que ce soit clair sur l'argent. Qu'est-ce qu'on fait si ça marche? Qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas? je veux que tout soit mis sur la table. Il y a pas de on verra. Donc ça m'a beaucoup appris en gestion. Déjà, c'était incroyable ça. Et en vrai, juste de voir la naissance de toutes ces, en fait, dis-toi, donc toi, tu travailles en tant qu'illustrateur, tu travailles pendant des semaines à faire tous tes petits personnages, toutes tes lunettes, tes yeux, tes machins. C'est long. C'est long, tu t'amuses, mais c'est long et en fait, tu vois pas trop où tu vas parce que c'est quand même, c'est bizarre, quoi. Et en fait, tu fais tous tes exports en PNG. Bref, tu donnes ça à Maxime, pour mon cas. Et là, il lance sa machine à générer. Donc ça fait plein de petites lignes. On dirait que c'est Matrix sur son écran. Et là, en fait, t'as un dossier qui se remplit de 10 000 chats. C'est un énorme gaufrier d'images, quoi. Et là, en fait, j'ai passé des heures à regarder et à juste m'éclater de voir ce que l'algorithme avait créé avec ce que je lui avais donné. Et après, on s'est amusé à cacher 12 chats uniques, vraiment dessinés à la main entièrement dans la collection. C'est ceux qui auront plus de valeur c'est des cartes rares, c'est les cartes brillantes Pokémon, tu vois. Et toi, c'est vraiment ça l'art génératif, là, pour franchement, c'était incroyable à faire et j'aimerais bien le relancer et j'espère que le projet va reprendre parce qu'il y avait vraiment des adeptes de fous qui ont gardé, personne n'a vendu. Il y a aucune personne qui a miné n'a cherché à le vendre, à se débarrasser du projet, quoi. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et toi, t'as réagi comment? Moi, c'était la bonne idée que j'ai eue, c'était que le lancement de ce projet-là se passait 4 jours avant le lancement d'un autre très gros projet que j'avais cette année de chasse au trésor en réalité augmentée. Donc pour le coup, là, on était vraiment dans le monde réel. Donc en fait, j'étais en pleine fin de prod sur l'autre projet. Qu'on a vu à Nîmes. On a pu voir Anime notamment. Ouais. Donc comme je pleurais déjà pour l'autre projet, bon, j'avais plus assez de larmes pour pleurer pour celui-là. Non, en vrai, c'est toujours assez dur à encaisser quand tu crois beaucoup en quelque chose, que tu sais que objectivement il y a tout pour que ça marche, mais que élément perturbateur dont t'as pas la maîtrise, ça marche pas. Donc tu te dis putain, si on avait 2 mois près, à 1 mois près, à 1 semaine près, à 5 jours près. C'est ça qui est horrible, c'est hyper rageant. Ouais. Pendant 1 mois, t'es en mode et si, ouais. C'est ça. Parce qu'on a même, nous, on s'était dit, bah, vas-y, on laisse le mint jusqu'à l'été. Mais en fait, l'été, il y a personne les gens sont en vacances, ils en ont rien à foutre de ça. Est-ce qu'on reprend en septembre? Mais en septembre, il y a un des gars de l'équipe qui allait être papa, donc ça allait être compliqué. Enfin, à un moment, on s'est dit, ok, on met tout sur pause. On va aller souffler, crier dans un oreiller. Tout va bien se passer. Il y en aura d'autres. C'est pas celui-là, ce sera un autre. Ça nous a appris plein de trucs. Et c'est cool. Il faut savoir que dans les NFT, on en parle peu, mais c'est très très stressant parce qu'en fait, c'est le marché de l'art en vitesse. On parle d'art, mais ça dépend. Des fois, c'est des PFP, donc c'est plus comparable aux cartes Pokémon. Mais bref, c'est comme le marché de l'art fois 1000 en vitesse. C'est-à-dire que tout peut changer en 1 semaine, quoi. Donc en fait, quand tu fais un projet sur 5 mois, t'as des variables mentales. Genre t'as des crashs de l'Ethereum, tout le monde dit c'est fini les NFT, c'est mort, et ça repart. Et du coup, toi t'es en train de travailler sur ton truc, mais t'es constamment boxé. Ah oui, et jusqu'à la sortie. Je pense que j'ai pas le cœur assez accroché pour ça. En vrai, c'est très dur, c'est très addictif parce que du coup, t'es constamment sollicitation. Ouais, sollicité tout le temps, quoi. Donc c'est une fois que le projet marche pas, c'est dur. Hein. Tu regardes ton téléphone tout le temps en mode ah putain. Ouais. Mais, ça n'a vraiment pas marché. C'est ça. Sur le moment, c'est tout ce que tu vois. Mais tu vois, c'est après quand si t'enlèves le côté rapide de la chose, c'est la même chose pour quelqu'un qui bosse 5 ans sur un film, qui le lance en salle, et son film. Ou tu réalises un film et puis on décide de pas le distribuer. Ouais. Il y a eu ça dernièrement. Faut remettre dans le contexte. Il y a aussi un truc, personne nous a poussé sous un train pour nous dire, tu vois. En vrai, personne n'est à l'abri. Enfin, c'est juste de l'entrepreneuriat, en fait. Bah oui, c'est ça. T'essayes, ça marche pas. Il y a des gens pour qui ça a marché. Il y a des gens pour qui ça a marché très très bien. Il y a la très grande majorité, la majorité écrasante, c'est des gens pour qui ça a pas marché ou alors ils ont même pas essayé parce que ça a été trop dur. Enfin, tu vois,
c'est la vie en fois pile, quoi. Il y a beaucoup d'abandon. Il y a des gens qui ont fait une œuvre et ça les a saoulés parce que ça demandait trop de temps. Ils arrêtent. T'as même des projets qui se sont lancés et ils ont été victimes de leur succès en plein vol. Ils ont explosé en plein vol. Les équipes ont pas réussi à gérer la pression que ça faisait d'avoir autant vendu. Enfin, t'as vraiment des exemples assez. C'est interface auquel tu penses, non? Je pensais à Mechaverse. Mechaverse. Ouais. C'est quoi, ça a tellement bien fonctionné que les gens ont pété les plombs. Des Français en plus. Ouais, c'est ça. C'était le mec qui faisait la 3D des robots méca en 3D. Et quoi, ils se sont mis sur la gueule, et l'équipe, c'est... Non, je crois qu'ils continuent on connaît maintenant, pas hein, le truc, mais je sais qu'il y a eu une grosse, il y a un gros. Ils continuent. C'est vrai que je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour un gros succès inattendu. Genre ça doit être hyper dur à gérer. C'est comme tu gagnes au loto, quoi. Ça doit être, ça doit puis il y a être en dur plus des trucs auxquels mentalement. t'es pas préparé mentalement parce que il y a des gens qui sont comme c'est des grosses communautés. Enfin, quand t'as un projet qui marche bien, ça peut vite devenir des grosses communautés. Donc ils peuvent aller dans le sens positif. Mais ta communauté, elle peut aussi se retourner contre toi. C'est-à-dire que si elle estime que tu l'as floué sur le projet, que tu as vendu un truc au début, puis qu'au final, je sais pas, t'as fait ton projet de NFT, il est basé sur sur un petit jeu que tu vas finalement laisser en application pour les gens ou sur un métaverse, peu importe. Si au fur et à mesure du projet, tu dis, en fait, moi, j'ai pas les épaules pour faire le jeu, donc on va garder ce projet-là, mais on va pas le faire. Tu te fais défoncer par la communauté. Tu te fais parce que ça a été vendu, mais les promesses elles sont pas tenues, quoi. Tu veux dire comme quand les gens lynchent les gens sur Twitter ou tu te fais démonter. Ouais, vraiment, tu te fais plier en 12 et je pense là t'es pas prêt, quoi. Des gens impatients. Tu vois, il y a des projets où genre les gens s'attendaient pas à ce que tout ça se vende en une journée. Et t'as les gens après avoir acheté et que c'est sold out, ils font bon alors. C'est quoi la suite? C'est ça, les gens quoi. sont là en mode si t'as pas prévu, si t'as pas prévu le développement derrière, comment tu fais? C'est là le côté vitesse qui est très compliqué. Mais après ça demande, c'est ouf parce qu'il y a le projet Cool 4 par exemple. Eux, ça a tellement été fulgurant parce que on parle de, je crois qu'ils ont fait 107 millions d'euros quand même, tu vois, en vendant leur chat. Leur but c'était de faire un jeu vidéo, mais en fait ils se sont rendus compte que c'était 4 pélos dans leur chambre et du coup ils ont embauché un CEO comme une start-up, quoi. Et ça a marché. Maintenant ils ont un CEO qui vient de chez Disney, tu vois, pour faire avancer le truc. Mais sinon la pression était trop forte pour eux. C'était des gars. Mais c'est ça aussi qui est dans les choses qu'on apprend dans ce milieu-là. Il y a la chose très chouette de savoir t'entourer de gens. Mais il faut quand tu ne sais pas de bien savoir s'entourer. Non, parce que c'est un business, hein. T'as pas le choix déjà. Si tu fais tout seul dans ton coin, au mieux ça va te prendre vraiment beaucoup de temps et il y a quand même beaucoup de chances que tu te vautres. Donc vaut mieux essayer de t'entourer de gens. Nous sur le projet MetaMakers, il y avait des gens qui venaient vraiment des planeurs strat, des gens qui étaient vraiment community managers et vraiment des trucs que moi je sais pas faire. Tu vois, moi vraiment. Et c'est même ce que je répondais aux gens de la communauté qui sont venus un peu pas m'engueuler, mais genre, quand le projet, on l'a mis en pause, les gens disent, mais du coup, vous nous avez baisé, qu'est-ce que vous faites? Je dis, tu te détends. Moi, je fais juste les illustrations dans le projet. Toi, tu te calmes. Ouais, tu vois, vraiment, t'as un truc tu fais confiance à de nouvelles choses, t'apprends plein de nouvelles choses. Donc ça peut être que bénéfique pour ta manière de créer, ta manière d'anticiper des projets futurs, ta possibilité de te dire peut-être qu'en fait je suis capable de bosser avec 3 personnes alors que d'habitude je bosse tout seul dans mon coin et là en fait à 3 on peut faire un truc et puis c'est un savoir parce qu'on parle de ça de loin, mais dites-vous qu'il y a énormément de marques qui s'y intéressent. Moi on m'a vraiment auditionné beaucoup. En fait vu que j'ai commencé tôt, alors je sais pas qui a écrit ça, mais j'ai fini si tu tapes artiste français NFT sur Google, et ben il y a un article qui pop qui a marqué les 10 artistes français à suivre et je suis dedans. En fait, je sais pas qui a fait ça, mais du coup merci à lui ou à elle. C'est Lucie. Je crois. Et ouais. Mais vrai, et du coup ça fait que les gens ils tapent ça dans les agences de pub et tout, et en fait il y a beaucoup de marques qui m'appellent pour savoir comment ça se passe, pour tu vois, voir un peu s'il y a des projets à faire. Et c'est au-delà de on a réussi, on n'a pas réussi. T'as un savoir-faire, voilà. Tu es consultant. Ouais, et puis même créatif sur tu vois, si je dis si, mais ça arrive tous les jours. Tu vois, moi je l'ai fait pour Despé par exemple, je les ai emmenés dans les NFT en sortant des cartes à collectionner en vrai et en NFT. Desperados, ouais, la marque de bière. Mais il y a plein de marques qui veulent faire ça, tu vois, qui veulent tenter des trucs. Je vais pas citer de nom parce que voilà, on va juste poser des questions et je vais pas dire les projets, mais c'est du savoir-faire en fait qu'on a appris. C'est comme moi souvent quand on me demande mais pour un artiste c'est quoi les NFT, je dis pour moi c'est juste un nouveau support. Tu vois, il y en a qui font sur une toile, il y en a qui font sur tu vois du papier. Ben moi j'aime bien faire en digital via des NFT aussi.
Tu vois, c'est juste un nouveau support que j'ajoute à ma palette et ça m'empêche pas de vendre des prints, ça m'empêche pas de faire. Tu vois, c'est juste un ajout, quoi. Et que diriez-vous aux éditeurs ou aux éditrices qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu réfractaires? Notamment, on observe deux mouvements en ce moment, c'est le retour à la terre ou le tout digital. On va vers le tout numérique. Et vous diriez quoi pour apaiser ou pour rassurer les personnes qui sont un petit peu dans le camp du on reste sur du tangible, on est chez Maison Tangible. Enfin, tu vois, genre alors qu'on a l'impression de louper le train en marche vers le tout numérique, mais parce qu'en fait, on a envie de rester sur justement, on commence à être on est tellement saturé d'images de tout ce qui est numérique qu'on se dit zut quoi, on va couper du bois et on va faire des toiles comme tu dis. Donc, vous diriez quoi à ce type de personnes? Bah, en fait, se renseigner, parce que en fait, c'est pas. Tu fais tes devoirs. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est que c'est pas parce que la marge du monde, t'arrives pas à la contrôler qu'il faut l'ignorer complètement. Tu vois, c'est que même combien même tu veux être dans un retour à la terre, et je suis le premier concerné. J'ai envie de me décrocher de tout ça, mais c'est pas pour autant que je peux avoir un îlot numérique dans lequel je peux aller, je sais pas, peut-être demain, je vais m'installer dans le fin fond du Perche pour retaper une bergerie. Et t'en serais bien capable en plus. Mais j'ai pas envie de, oui. Mais ça m'intéresse pas de vivre sur un minima social ou de vivre de l'argent que l'État me donne. Bah, peut-être que je peux faire des NFT de temps en temps, tout comme je vendrais des prints, tout ça, mais au moins tout est dématérialisé, j'ai même pas à m'en occuper, j'ai même pas besoin d'avoir mon atelier physiquement avec tous mes prints rangés en archive, tout ça. Donc c'est pas incompatible en fait. Et ça prend un peu de temps de se renseigner, mais en fait dès que tu mets le nez dedans, tu te rends compte qu'il y a juste plein de gens cool qui sont intéressés par ce truc-là aussi. Tu vas échanger des choses avec eux ou avec elles, et puis tu vas faire grandir un truc, et c'est ni mal ni bien. C'est-à-dire que tu peux y trouver ton compte. Tu vois, on parlait de The Merge tout à l'heure, il y a eu beaucoup l'aspect écologique. Quand moi j'ai lancé le projet MetaMaker sur Twitter, je me suis fait pulvériser par des gens en DM qui venaient me voir en me disant ouais, je comprends pas, Maison Tangible, tu défendais un truc de retour au papier, machin et tout, et là tu vas défoncer des arbres, enfin tu brûles la planète, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. La fatigue déjà de base, ouais. Mais c'est évident parce qu'en fait comme c'est un truc qu'on comprend pas, il y a une réaction de ouais. Peur et de crainte. Ouais. Et maintenant, je laisserai les gens faire leur travail leur devoir justement pour l'aspect écologique des blockchains, mais c'est ça. En fait, c'est pas des choses qui sont incompatibles. C'est comme tu peux devenir influenceur Instagram et vivre cul nu au bord d'une rivière dans une tente, quoi. C'est pas. Il y en a qui le font. Hein. C'est vrai. Moi, je voudrais ajouter un truc là-dessus, c'est que on a quand même vécu un an et demi de gros changements dans ce monde, dans cet univers en fait des NFT, qui fait que le paradigme aussi il a un tout petit peu changé, c'est-à-dire les NFT, les cryptos se sont pris vraiment des gros murs dans la gueule, et en fait il y a des choses qui ont été transformées en fait. Et ce qui fait que le côté justement ultra spéculatif qu'il y avait à un moment, en fait, bah ça fait peur à beaucoup de monde. Donc beaucoup de monde ont freiné et ont rétro-pédalé. Et ce qui fait que les personnes qui restent et qui ont envie encore de créer à l'intérieur de cet univers, puis d'investir dedans, en fait, le font de façon vachement plus raisonnée, avec un recul sur ce qu'ils ont vécu. Et toi, c'est comme tu disais tout à l'heure, Yohan, si tu y retournes, si tu relances les Lost Cats, tu sais tu sais de la manière dont tu vas le faire. T'auras plus l'innocence et la naïveté du départ. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus puissant et plus raisonné. Et voilà, quoi. C'est aussi comme ça que t'estimes finalement en te plantant et en te gaufrant. Et la technologie, de toute façon, elle évolue. Donc c'est pas un marche ou crève, mais simplement voilà, faut pas l'ignorer. On peut en faire de belles choses avec, quoi. De toute façon, en vrai, tu vois, quand tu posais la question pour les réfractaires, je pense qu'en vrai, on peut convaincre personne. Non, je veux dire, c'est pas. Est-ce que c'est mauvais pour l'environnement? Oui, en un sens, certainement. En vrai, j'en sais rien. Tu vois, je connais même pas techniquement comment ça fonctionne réellement. Je sais qu'ils travaillent à l'améliorer. Par contre, je me dis, en fait, c'est qu'on pourrait améliorer des choses qui
produisent qui dépensent de l'énergie aujourd'hui, la façon dont on le fait, via les NFT, tu vois. Souvent, quand on me dit ça, j'imagine à chaque fois, je peux pas m'empêcher de penser aux cartes Pokémon qui sont imprimées par milliards, tu sais, pour en avoir partout, pour tout le monde. Alors qu'en fait, il suffirait de faire un NFT qui est duplicable 1 milliard de fois. Et voilà. Et en fait, il est sur un seul serveur. Une personne aurait l'original. Ouais, non, mais après, Et tu puis, pourrais tout le monde- acheter ton paquet de cartes Pokémon dématérialisées. Il commence déjà à le faire, pas Pokémon, mais Disney, je crois, le fait. Et en fait, t'achètes des cartes dématérialisées, mais du coup, si tu veux, ton JPEG, il y en a qu'un. C'est-à-dire que tu donnes le droit de propriété à plein de gens, mais il est que sur un serveur. Oui, donc écologiquement. Bah, moi, après, c'est très enfantin comme raisonnement, mais je me dis, si tu appliques ça pour tous les flyers, toute la merde qu'on te met dans ta boîte aux lettres, tous les catalogues, tous les trucs, en fait, juste en remplaçant par quelques serveurs, tu peux remplacer une tonne de papier imprimé assez fou. C'est pas faux. Alors, en soi, c'est un peu, le problème, c'est pour ça que je sais pas et que je pourrais pas. Et puis on n'est pas convaincre quelqu'un, spécialisé à la question, donc ouais, voilà, mais c'est on- surtout on que fallait- l'humanité fait les deux. il En faut fait, on prendre imprime de- et on fait des NFT. Voilà, c'est donc ça, c'est ouais. ça le problème. Mais c'est surtout, il faut prendre du recul et un peu d'envol par rapport à ça. C'est que celui qui va te tomber dessus en te disant ton NFT, il est sur une blockchain qui pollue. Alors déjà, avec le changement de The Merge, c'est plus le cas sur Ethereum. Je crois que peut-être je dis une grosse bêtise, hein, mais je crois que maintenant l'équivalent de la blockchain Ethereum consomme moins que Twitter, par exemple. tu vois. si. Tu vois, c'est vraiment. Non, c'est pas une c'est connerie, ridicule. ouais, c'est vrai. Et surtout, la personne qui va te dire ça va avoir aucun scrupule à regarder du contenu Netflix pendant 8 heures d'affilée en 4K qui consomme une bande passante délirante. Ce qui est en fait, le tu vois, plus gros fléau, hein, la vidéo. Oui. hein. tu vois, ou alors qu'il va aller sur un serveur de je sais pas, de Fortnite ou de peu importe. Ouais. Donc en fait, il faut tout remettre en perspective. Oui, ça pollue. En fait, tout ce que tu fais dans la vie pollue. Oui. Il faut voir à quelle mesure ça pollue. Il faut voir dans quelle mesure tu peux changer des choses pour que ça pollue moins. Ouais, qu'est-ce que Euh, t'apportes sur la table, toi, concrètement? Voilà, Ouais, c'est ça qui est parce que important. Si demain tu veux vraiment plus polluer, aucun souci. Collapsologie totale, on est en décroissance et là tu vas dans le Perche, tu vas faire juste pousser des carottes. Mhm. Et puis tu manges tes carottes, puis c'est très bien. Puis il y a des gens qui vivent comme ça et c'est tant mieux. Mais il y a t'es peut-être pas obligé d'aller dans cet extrême-là. Ouais. T'es pas obligé d'aller dans une technophobie pour te protéger toi de ta conscience, de dire la Oui. planète brûle. Je fais rien pour. C'est la parabole de la poussière dans l'œil de ton voisin Mais et c'est la ça. poutre dans ton œil, quoi. C'est ça. Moi, j'ai fait exactement. pousser des tomates l'année dernière. En même temps que je faisais des Oh, NFT. gosse. Ah, tu vois là, c'est assez qui. Normalement, j'ai annulé. T'as fait ta bonne action. Mais t'as acheté tes graines sur Amazon. Je sais pas. Où est-ce que j'ai eu mes graines Non, je crois que c'était dans le magasin à côté. C'est des graines Jardiland, non fongibles. Ouais, c'était des graines non fongibles. Des pixels tomates. C'est ça. Bon, du coup, les gars, c'est quoi vos prochains projets? En NFT ou pas que Oh non, tes prochains Ce que vous projets. voulez. Globalement. Mais ça peut être des NFT, hein, comment vous rebondissez après les Lost Cats et les MetaMakers et juste nous parler un peu de votre actualité. Vas-y. Dur. Bah moi les NFT ça continue. Là je suis en train de dessiner un des drugstores qu'une personne a débloqué justement, donc un plus rare là, parce que je les dessine selon l'actualité du moment, donc je les dessine pas en avance. Donc là quelqu'un vient d'acheter et de faire un combo, donc je suis là-dessus. Et je compte relancer les Lost Cats. Donc voilà, je viens je l'ai acté il y a C'est plusieurs official. semaines, c'est officiel. En fait, je voudrais refaire un teaser et vu que les Lost Cats ont été créés en imaginant ce que serait le monde, Mais le contexte est mieux maintenant pour les relancer? je sais pas. En fait, je vais jouer de ça, c'est-à-dire qu'ils ont été imaginés. Les Lost Cats, c'est les chats qui sont sortis pendant le bear market. Donc ils ont pas marché comme leur vie. C'était leur vie de pas marcher finalement. C'est des marginaux Donc maintenant. je vais jouer de ça en allant rechercher cette voix off des US là et faire les Lost Cats qui se They're relèvent de still cette there. chute et qui vont repartir et on verra ce que ça donne. Peut-être ça marchera pas. Mais pardon, je vais m'amuser là-dessus quoi. Et sinon, C'est vraiment méta, quoi, du coup. ouais. quoi. Et après, en projet en dehors de ça, j'ai des grosses envies de sérigraphie en ce moment. Ah, bah voilà, le retour Voilà, à la terre, le retour là, à la l'encre. terre. Ouais. Bah justement, en fait, j'ai fait 1 an de beaucoup de digital parce que ça marchait pour moi et que ça me pétait le crâne, donc je faisais que ça. Et un peu là, j'ai le contre-coup de, ok, qu'est-ce que j'ai fait en dehors de ça? Tu sais, je sors de mon ordi et j'ai envie d'avancer là-dedans. Donc voilà, je réfléchis à des sérigraphies moitié peintes, moitié sérigraphiées pour faire des trucs cool.
Et sinon, c'est plutôt calme cette fin d'année. Je reprends mes esprits parce que au-delà des NFT, j'avais monté une marque de vêtements aussi qui s'appelait Typique et qui n'a pas marché aussi, mais dû plutôt à des problèmes humains. Le projet est arrêté? Le projet a très bien marché, mais on l'a arrêté parce que on avait un problème entre associés et du coup on a arrêté. Donc c'était une année un peu où moi j'ai eu j'ai du mal à dire échec parce qu'en soi j'ai appris énormément, mais j'ai eu 2 loupés entrepreneuriales. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Voilà, exactement. Donc là j'en tire les leçons. Nelson Mandela. C'est ça. Donc Et là, tu continues aussi les stickers sur automobile? J'ai pas de nouvelle voiture à décorer, mais ouais, je suis toujours là-dedans dans ce milieu-là. Si vous avez l'occasion d'aller sur l'Insta de Yann, allez voir. Ouais, je décore c'est des voitures de magnifique. course. Moi, j'attends le prochain album de rap quand même. Bah, j'aimerais bien m'y mettre en 2023, avant d'être trop vieux et de plus avoir envie, tu vois. Je me souviens pendant le confinement, bon, c'est du chit-chat de fin là, hein, mais t'avais fait 2 clips vidéo que je trouvais mais magnifiques. Merci. Franchement. Bah ouais, j'ai envie de le refaire. En fait, ce qui m'a fait un peu stopper la musique, c'est que la mise à jour Mac ne marche plus avec mon logiciel Ableton. Donc en fait, je suis obligé d'aller en studio ou d'acheter la mise à jour. Et du coup, je laisse traîner. Mais j'aimerais bien faire au moins un album avant d'arrêter. Avant d'arrêter. Bon, je sais pas. C'est quoi cette excuse? C'est juste que je sens l'envie. Partir sur une Non, île mais et je ciao, sens le que monde. l'envie de rapper s'en va petit à petit. Je suis dans ma vie. Tu vois, je fais pousser mes tomates. J'ai plus rien à dire. Ah. Donc, tu fais du rap sur des tomates. j'en sais Ouais, rien. ouais. Non, mais en vrai, j'ai plein de choses à de dire. l'éco-rap. Je me suis calmé, tu vois. Au lieu de Lego rap, tu fais de l'éco-rap. Voilà. Tu vais fais du lancer slam, ça, voilà. du terreau rap. Du rap conscient. Mais bref, oui, j'aimerais bien faire un album et vraiment un vrai album avec une vraie direction. Mais ça sera sûrement pour l'année prochaine, on verra. Mais voilà, sinon rien de. J'ai fait une affiche pour Le Mans, le circuit du Mans. Ah bah oui. Donc ça rejoint l'automobile, c'est Ok. sympa. D'accord. Le mec bouclait la boucle. C'est Voilà. ça. C'est ça. Et toi, rien. Plein de projets. Le plus gros étant la fusion. Moi aussi, je fais mon The honneur. merge. Ouais. En gros, mon travail d'auteur que je faisais sous mon nom propre pendant 15 ans va désormais être juste fait sous l'égide de Maison Tangible, parce que Maison Tangible devient vraiment un atelier de création, d'illustration et de réalité augmentée, des expériences en réalité augmentée et une maison d'édition. Ces trois étendards-là. Donc je rebosse sur le site, j'ai un portfolio que j'ai pas mis à jour depuis 4 ans, donc tu vois, il s'agirait de travailler un petit peu. Tu l'as fait là dernièrement, hein, Je commence à rebosser dessus là. Je bosse sur un projet de livre autobiographique, un roman graphique. Gros projet qui va pas sortir avant 2025. Au moins 2024, c'est sûr. Donc tu passeras en parler sur Sens Créatif. Bah pourquoi pas, ouais, il y a du dos en plus. Du dos. Bon, comme ça traite de handicap, ça traite de pas mal de choses un peu lourdes, donc. Ok. Ça va te plaire, Jérémy. Ouais. Bon, je connais Laron, hein, mais je vois ce que je peux en tirer ou pas là, quoi. Je travaille sur un projet NFT qui devrait sortir en début d'année justement, qui est une chasse au trésor en NFT. Ah ouais. Où il va falloir aller collectionner, un peu comme le principe des Pokémon Go. Il va y avoir des NFT disséminés dans Paris où il va falloir aller exploser. Donc tu disais c'était aussi dans plusieurs endroits dans le monde. Alors moi je m'occupe de Paris. Moi je suis l'artiste qu'ils ont interpellé, Auditionné, j'allais dire casté pour Paris. Il va y avoir d'autres artistes il lance je crois New York après, il lance une ville en Asie, je sais plus où, Tokyo je crois. Donc ça qui dans les projets de fond et puis on peut avoir le nom? Non parce que c'est sous t'es sous contrat de non divulgation, des choses comme ça. On dirait un acteur qui est signé pour un grand film qui va dire non mais moi. Bah pour le coup c'est justement le genre de projet qui fait croire au blockchain parce que c'est sur une petite blockchain, c'est une petite structure mais qui fait plein de trucs super cool qui m'ont appelé, donc en fait direct tu dis ouais bon bah allez, même si ils m'ont appelé peu de jours après le crash de c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, des blockchains qui sont spécifiquement créés pour des opérations particulières, quoi. Ouais. Donc c'est cool, on va continuer là-dedans et puis je fais là j'ai des workshops de prévus avec la Gaieté Lyrique, je continue d'essayer de faire tourner la chasse au trésor que moi j'ai mis en place, Urbanimal, que j'avais présenté cet été à Nîmes. Et puis plein de trucs. Bah, c'est copieux tout ça. Ouais, grave.
Merci beaucoup les gars pour. Ben de rien, je pense qu'on a été un peu long. J'espère que les gens sont. Bah sont écoute, Non, je mais pense c'était que non, un- mais il y avait besoin. Le sujet le réclamait. Donc, Oui, c'est bien, un on a tout springboard. abordé, hein. Comment on dit en français, un tremplin pour. C'est ça. Si Je vous pense voulez qu'on en a pas aller tout ensemble. évoqué. Il y a plein de points. Mais si ça peut attiser la curiosité des gens et puis, Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des réactions par On en rapport à parlait tout sur ça. le Discord et puis sinon il y a des tonnes d'autres podcasts aussi spécifiquement consacrés au NFT. Donc. Eh ben, ouais. il y a alors déjà il y a le NFT Morning. Ouais, qui c'est est ça, le plus NFT Morning, qui est vraiment la grosse commu française trop cool là-dessus. Mhm. Et pour D'autres les gens recos qui veulent comprendre un peu la crypto, il y a un podcast que les gens connaissent peut-être qui s'appelle Thinkerview, Ah oui, Think of qui You. a fait un épisode hyper bien sur la confrontation d'un banquier du monde d'avant Ok. avec Asher, qui est un youtubeur spécialisé dans les cryptos, Mhm. qui est un Incontournable. petit mec de 24-25 ans, je crois, un truc comme ça, C'est ça. qui est très très bon quand il explique son truc. Et en fait, c'est 2 heures d'interview où ça va confronter les mondes de ce qu'était la monnaie avant, ce que sont les crypto-monnaies maintenant, et toutes les choses qu'on peut en faire. C'est un bon petit pied pour rentrer dans ce monde-là. C'est assez cool. Ouais. Ouais, Puis j'imagine que du coup on peut se raccrocher à ce qu'on connaît déjà avec le banquier à l'ancienne entre Ouais, c'est ça. guillemets. Ça explique des concepts de comprendre, manière très simple. Ça explique les tenants, les aboutissants, pourquoi telle monnaie est impossible à stabiliser, pourquoi d'autres marchent très bien. Tout ça, c'est assez cool. Puis en vrai, c'est très large parce que du coup, moi, j'ai appris plein de choses en économie parce que vraiment, je connais rien et vu que moi, mon truc, c'est le côté créatif, mais vu que là, c'est lié, intrinsèquement lié. Ouais, t'as pas le choix, t'es obligé de t'es t'intéresser. obligé de ouais. comprendre, de comprendre l'inflation. Tu vois, j'ai compris ça. Là, on le subit de plein fouet avec l'euro, mais j'ai compris avec l'Ethereum et tout ça. C'est hyper intéressant. Il y a Ouais, plein de clairement, moi choses je à pensais pas mettre le nez dedans, tu vois. Et puis là, bah, Ouais. obligé, quoi, tu vois. T'as une commande sur des NFT, bah, voir. Ouais, bah oui, t'es obligé de t'y mettre, quoi. Il C'est clair. faut comprendre quand ça marche, C'est quoi. trop bien. Exactement. Bah merci les gars. De rien. Ça fait plaisir. Allez, tchuss. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected!